Ah, vous le voulez? Non, moi, je suis déjà prête. Hein. Ouais, ouais. Après, il faut que j'aille dans le service. Je suis d'attaque. Ouais. Non. Alors, attends, je fasse pas de bêtises. Je sais pas comment elle se ferme. Je vous en prie. Allô, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? On va commencer le cours si vous voulez bien. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? Ok, super. Alors, on va commencer le cours. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Séché, je suis médecin gériatre. Je travaille à l'hôpital Rangueil sur l'unité de post-urgence gériatrique. Donc, c'est un court séjour gériatrique, un très court séjour gériatrique, où on prend les gens qui viennent des urgences, les gens qui transitent par les urgences, donc pas les patients qui viennent du domicile. Mais j'ai eu l'occasion de travailler au niveau de l'unité Alzheimer à Purpan. Anciennement, c'était à Casselardy, voilà, hôpital qui a fermé. J'ai été chef de clinique sur l'unité Alzheimer, donc je connais bien les pathologies neurodégénératives, mais de toute façon, au cours de votre cursus, vous serez forcément amené à rencontrer des patients qui ont des maladies neurodégénératives, quelles qu'elles soient, Alzheimer ou autres pathologies. Et donc c'est bien intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui pour pouvoir comprendre les pathologies et surtout mieux les prendre en charge, les complications de ces pathologies, et notamment, vous le verrez, les problèmes de comportement. Vous avez forcément dû croiser des patients avec des troubles du comportement. Alors les démences, il y en a plein. La plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue et la plus fréquente, mais en fait, il y en a d'autres. On a ce qu'on appelle les démences dégénératives, donc qui sont liées à une atrophie tout simplement du cortex cérébral, donc la maladie d'Alzheimer. Les maladies à corps de Lewy. Alors la maladie à corps de Lewy, c'est un petit peu différent dans la présentation, dans le profil de patient, dans l'évolution de la pathologie et dans l'atteinte anatomopathologique, c'est pas vraiment la même chose. Après, les complications grossièrement de ces pathologies sont toutes les mêmes, hein, les complications comportementales, de dénutrition, et la prise en charge est aussi également la même. Après, on a d'autres pathologies comme ce qu'on appelle les DFT, les démences frontotemporales, donc qui sont aussi des pathologies un peu spécifiques, qu'on retrouve plus chez le sujet plus jeune, plutôt vers 60-70 ans. Et puis après, on a ce qu'on appelle les démences qui sont associées à un syndrome parkinsonien. Donc, vous savez ce que c'est que le syndrome parkinsonien? Alors, quand on dit syndrome parkinsonien, ça ne veut pas dire la maladie de Parkinson, c'est différent. La maladie de Parkinson, c'est une pathologie neurologique qui touche les sujets à peu près vers 50, 55 ans, 60 ans, donc assez jeunes. Et cliniquement, c'est une atteinte physique, l'atteinte cognitive, c'est-à-dire la dégénérescence cognitive liée à la maladie de Parkinson. C'est quelque chose qui arrive après des années d'évolution de maladie de Parkinson. Quand quelqu'un a une maladie de Parkinson, d'abord, il a une atteinte physique. Vous avez la rigidité extra-pyramidale, la marche à petits pas, voilà. Mais il a toutes ses fonctions cognitives. Quand il ne décède pas d'autre chose, mais de sa maladie, au bout de 10, 15 ans, 20 ans d'évolution, on peut avoir une atteinte cognitive chez des gens qui ont une maladie de Parkinson. Mais ça, c'est à différencier des démences qui sont associées à un syndrome parkinsonien. Donc dans l'anamnèse, quand vous interrogez vos patients ou leur entourage, vous verrez qu'à ce moment-là, en même temps survient l'atteinte physique et la symptomatologie neurologique, l'atteinte parkinsonienne. Et là, ça ne peut pas être une maladie de Parkinson. Quand les deux arrivent en même temps, ce n'est pas une maladie de Parkinson. Ça peut être une maladie d'Alzheimer
avec quelqu'un qui a eu des troubles du comportement, chez qui on a donné des neuroleptiques qui engendrent un syndrome parkinsonien, ou ça peut être d'autres types de pathologies, comme la maladie à corps de Lévy. La maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui, entre autres, donne donc des troubles cognitifs et un syndrome extrapyramidal au niveau de l'examen clinique. Voilà. Donc ça, c'est les démences dégénératives. Et puis après, on a les non dégénératives qu'on appelle les vasculaires. Donc le plus typique, c'est le patient qui va bien, qui est à la maison, qui fait un AVC. Donc quand on fait un AVC, on peut avoir une atteinte physique. Donc les gens qui font, quand on a l'AVC typique, qui sont hémiplégiques, mais aussi ils vont avoir une atteinte cognitive. D'accord, leurs fonctions supérieures vont être atteintes. Et là, c'est ce qu'on appelle la démence vasculaire. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Et puis après, ils développent des troubles cognitifs. Après l'AVC, on est dans ce qu'on appelle une démence vasculaire. Mais après, ces sujets-là, qui ont fait un AVC, ils vont continuer à vieillir. Et dessus, il peut se surajouter une démence dégénérative à la démence vasculaire préexistante. C'est ce qu'on appelle les démences mixtes. Voilà, c'est le troisième cas. Bon, grossièrement, je vais beaucoup parler d'Alzheimer, mais vous allez voir que voilà, l'évolution n'est pas tout à fait la même. Mais en gros, les complications, la prise en charge pour ces pathologies-là est à l'heure actuelle exactement la même. Dans quelques années, pas si lointaines que ça, probablement qu'on ne devra pas dire la même chose parce qu'on est en train de chercher, on est en train de tester des molécules, des traitements spécifiques pour la maladie d'Alzheimer, donc qui ne sont pas du tout faits pour soigner les gens qui ont d'autres types de démences, notamment pas les démences vasculaires. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Malheureusement, vous savez qu'à l'heure actuelle, ce sont encore des pathologies qu'on dit chroniques, et qu'on pourrait dire palliative dès le diagnostic, parce qu'en fait, c'est des pathologies qu'on ne sait pas traiter. On prévient les complications, on traite les complications, on ralentit la progression de la maladie, ça on sait faire, mais malheureusement, on ne sait pas les guérir encore en 2020. Donc, quand on pose un diagnostic de maladie neurodégénérative, on pourrait quasiment dire déjà qu'on est dans une situation palliative, comme certains cancers, pas tous, parce qu'on guérit de certains cancers, heureusement, mais c'est un peu la même idée. C'est pour ça que vous verrez, on parlera à la fin de la phase terminale de la maladie, où c'est parfois compliqué pour les familles, mais en fait, c'est une prise en charge palliative, la maladie d'Alzheimer. En phase terminale, j'entends. Donc juste un peu d'histoire, pas grand-chose. Vous dire que la maladie d'Alzheimer, elle porte le nom d'Alois Alzheimer. Que c'était pas du tout un médecin qui était spécialisé initialement sur tout ce qui était pathologie neurodégénérative, puisque le sujet de sa thèse portait, vous voyez, sur les glandes productrices de cérumen, ça n'avait absolument rien à voir. Il est décédé avant que la maladie ne porte son nom. Elle a été donnée plus tard, en 1912, pardon. Le premier cas qui a fait qu'on a commencé à parler de la maladie d'Alzheimer, c'est le cas d'une dame relativement jeune, vous voyez, 51 ans. C'est-à-dire que les maladies d'Alzheimer, les pathologies neurodégénératives, mais la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas spécifique du sujet âgé. Alors évidemment, c'est plus fréquent chez le sujet âgé parce que un des facteurs de risque reconnus et bien validés, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir une maladie d'Alzheimer. De risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Mais on peut l'avoir à 50 ans, 40 ans. Moi, j'ai eu des cas, alors ça remonte un petit peu, mais quand j'étais au secteur Alzheimer, j'avais une dame qui avait 40 ans et qui avait une maladie sévérissime, quoi. Je veux dire, elle avait vraiment tous les troubles du comportement, une pathologie à un stade sévère, et elle était hyper jeune. Donc dans ces cas-là, chez les sujets très jeunes, il y a souvent un caractère héréditaire. C'est-à-dire quand on a des gens qui ont des maladies à ces âges-là, on fait des enquêtes génétiques pour les descendances, parce qu'il y a aussi des facteurs héréditaires qui sont reconnus. Donc cette dame-là, elle avait 51 ans, et en fait, ce qu'elle présentait en fait, initialement, au niveau de la symptomatologie, c'était des hallucinations et des idées délirantes. Donc même au stade, alors je ne sais pas à quel stade de la maladie elle était au moment où on a commencé à s'intéresser à son cas, mais elle avait déjà, même si c'était à un stade, c'était probablement, c'est ce qui était écrit, à un stade précoce, même au stade précoce, on peut avoir des complications de la maladie d'Alzheimer sur le plan du comportement. On pense souvent que dès qu'il y a des troubles du comportement, c'est qu'ils sont à un stade sévère. Alors oui, plus il y a de troubles du comportement et plus il y a de chances effectivement qu'on soit à un stade sévère de la maladie, mais on peut avoir des troubles du comportement dès les stades précoces de la maladie. On les verra après, les stades, les troubles du comportement, mais les gens, au début, ils peuvent avoir de la dépression. On peut rentrer dans une maladie d'Alzheimer par une dépression. On croit que c'est de la dépression, mais ce n'est pas une dépression. C'est un trouble du comportement qui est lié déjà à une pathologie préexistante. Et cette dame-là, elle avait des idées délirantes et des hallucinations, et ça fait partie des symptômes qu'on peut retrouver au stade précoce de la maladie.
Donc la maladie d'Alzheimer, la présentation clinique est variable, c'est ce qu'on vous dira toujours en médecine, c'est-à-dire que ça dépend des individus, mais grossièrement c'est quand même une pathologie qui évolue progressivement. Il y a certaines pathologies neurodégénératives comme la maladie à corps de Lewy qui est beaucoup plus fluctuante. Donc les gens ils vont fluctuer beaucoup plus rapidement sur les mois, sur les années, parfois même dans la journée, ça peut arriver. La maladie d'Alzheimer, c'est une évolution qui est lente et progressive. Encore à l'heure actuelle, en 2020, le diagnostic est posé souvent trop tardivement, parce qu'on nous les amène en consultation, ou on les voit arriver à l'hôpital, ces gens-là, quand en fait ils présentent des troubles du comportement qui deviennent gênants pour l'entourage. Donc ils arrivent aux urgences parce qu'il est tombé et qu'en fait il a des troubles du comportement, il a des idées délirantes, des troubles du sommeil, il est agité. Et c'est déjà souvent, entre guillemets, trop tard. Le diagnostic, il est évident. On a des gens qui ont des maladies à un stade sévère avec souvent des problématiques après au niveau de la prise en charge sociale. En fait, la maladie d'Alzheimer, il y a ce qu'on appelle une phase préclinique. C'est là-dessus que porte la recherche pour les traitements curatifs des maladies. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant que les gens présentent des symptômes, il y a déjà des choses qui se passent au niveau du cerveau. Il y a des lésions en fait, anatomopathologiques qui sont déjà installées avant que les gens ne présentent des symptômes cliniques. Et c'est sur cette phase-là qu'on travaille pour essayer justement de proposer des traitements curatifs. On va dire que la personne, même si on a des traitements qui sortent dans les 2 ans, parce que c'est à peu près ce qu'on espère, la personne qui est très altérée, c'est-à-dire qu'une dame qui a une démence très altérée en 2022, on va dire, il y a des traitements, on ne lui proposera pas le traitement. Ce sont des traitements qui sont vraiment ciblés pour les phases vraiment très précoces de la maladie, voire avant les symptômes. Donc il y a la phase préclinique, où on ne voit pas les symptômes, évidemment. Il y a le début des symptômes, le diagnostic, vous voyez, qui est très tardif. Souvent, on les voit très tardivement. Les complications, il y en a plein. On verra surtout les troubles du comportement, parce que c'est gênant, à domicile et en institution et à l'hôpital. La problématique de la dénutrition, les problématiques de chute, les problèmes aussi du fardeau de l'aidant, on en parlera, c'est très important d'en tenir compte. Et puis après, il y a le décès. Donc c'est en moyenne 10 ans d'évolution entre le diagnostic et le décès. Voilà, si les gens décèdent de leur maladie, s'ils ne décèdent pas d'autre chose, il y a à peu près 10 ans, c'est une moyenne, entre le diagnostic et le décès. Il y a des scores qui existent pour dire que la maladie est à un stade léger, modéré ou sévère. Le plus connu, vous avez dû en entendre parler, c'est le MMSE. Donc le MMSE permet de classer les démences en 3 stades. En fait, il y en a même 4, mais bon, on va dire en gros 3 stades. De 0 à 10, on verra le MMSE. C'est des tests qu'on leur fait passer. De 0 à 10, c'est sur 30, ils ont un stade sévère de maladie. De 10 à 20, c'est modéré. De 20 à 30, on est dans une pathologie légère. Alors, bon, c'est un peu grossier, mais c'est l'idée. Le MMSE, c'est pas, on le verra aussi après, c'est pas un test qui permet de faire un diagnostic. C'est juste un test qui permet de vous dire, j'en suis à ce stade-là de la maladie. Mais ça ne vous permet pas de dire c'est telle pathologie neurodégénérative. C'est un corps de Lévy, c'est un Alzheimer, c'est une DFT. Ça ne va pas vous aider à ça. Ça va juste vous aider à savoir où est-ce qu'on en est du stade de la maladie. Et vous verrez aussi que tous les tests cognitifs seront à évaluer au regard de l'état, du statut professionnel, du statut évidemment de ce qu'ils ont fait comme étude. Je cherche mes mots. On va être beaucoup plus sévère et strict avec quelqu'un qui a eu un haut niveau socio-éducatif qu'avec quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Voilà, qui n'a pas fait d'études. Les générations qu'on voit encore, des agriculteurs, on en voit beaucoup, qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Forcément, les tests seront à évaluer au regard de ce statut-là. Donc il y a le plus connu, c'est le MMSE, mais il y en a d'autres. Voilà. Là, ça date un petit peu, mais l'idée, c'est toujours la même. C'est que malheureusement, si on fait une photographie là aujourd'hui des démences en France, il y a encore beaucoup de pathologies qui sont à un stade sévère. La majorité des patients ont des démences à un stade modérément sévère ou sévère, probablement parce qu'il y en a encore qui sont sous-diagnostiqués. C'est-à-dire des gens, ils ne rentrent pas dans les classes, ils n'ont pas de pathologie étiquetée, mais ils ont déjà des pathologies à un stade léger, mais on les a pas rentrés dans les études tout simplement parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués, parce qu'il y a encore trop de sous-diagnostics. Alors après, j'ai le biais que je suis gériatre et que je vois quand même globalement des sujets âgés. Alors, il y a aussi les neurologues qui font des évaluations et qui probablement en consultation voient des gens beaucoup plus jeunes que nous.
C'est vrai que nous, le sujet âgé, il a souvent aussi d'autres problèmes de santé et parfois ça peut passer un peu à côté, les troubles cognitifs. Puis souvent, c'est encore ancré dans les mentalités que bon, bah, c'est normal d'avoir des troubles cognitifs quand on vieillit. Ce qui n'est pas le cas. C'est normal d'avoir un déclin cognitif. Tout vieillit, hein. Quand on vieillit, le cœur vieillit, les reins vieillissent, tout vieillit, le cerveau aussi. Donc c'est normal d'avoir des troubles cognitifs, mais on ne rentre pas quand même dans une maladie cognitive. C'est normal d'avoir des petites pertes de mémoire, c'est physiologique, mais pas au point d'avoir, on le verra aussi la différence, d'avoir une maladie neurodégénérative qui va engendrer des problématiques sur le quotidien des patients. Bah, là, je ne vous apprends rien. La prévalence de la maladie d'Alzheimer augmente avec l'âge. En gros, on verra les facteurs de risque de rentrer dans une maladie d'Alzheimer. Il n'y en a que 2 qui sont validés. C'est l'âge. Voilà. Plus on vieillit et plus on a de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et après, le deuxième, c'est le caractère héréditaire. Donc pour les pathologies à un stade vraiment très précoce, chez des gens qui ont une maladie d'Alzheimer à 40 ou 50 ans, effectivement, il y a un caractère héréditaire et donc il y a un risque pour la descendance. C'est les deux seuls facteurs qui sont vraiment qui sont validés, bien qu'il y ait un tas d'études, on le verra, qui ont supposé qu'il y avait d'autres facteurs de risque, voire des facteurs protecteurs de la maladie. Ben les voilà, je ne savais pas que c'était ici. Donc il y a un tas d'études qui se sont portées sur la maladie d'Alzheimer, savoir s'il y avait des facteurs de risque qui existaient, mais aussi des facteurs de protection, notamment tout ce qui est activité physique, tout ce qui est nutrition. Il y a eu un tas d'études là-dessus, le régime méditerranéen, les supplémentations vitaminiques, voilà. Donc toutes ces études, ce sont les études. Alors les études en épidémiologie, il y a les vraies études entre guillemets qui sont les essais cliniques randomisés. C'est les seuls qui ont validité, on va dire, c'est-à-dire qu'on donne un médicament versus on donne rien ou 2 médicaments. C'est ce qu'on appelle l'essai clinique randomisé. Ça a une vraie valeur. Tous les essais cliniques randomisés avec ces choses-là, avec l'alimentation, le sport, tout ça, sont retrouvés négatifs. Et après, il y a ce qu'on appelle les études épidémiologiques, où on regarde la population et on se dit, on prend ceux qui ont mangé de la vitamine B6 versus ceux qui n'en ont pas mangé, et au cours de l'évolution de leur maladie, combien vont présenter la pathologie. Ça, c'est une étude épidémiologique, c'est pas un essai clinique randomisé. Donc, il y a des études épidémiologiques qui ont l'air de dire qu'effectivement, faire du sport, c'est bien. Manger méditerranéen, c'est bien. Manger des vitamines B, c'est bien. Voilà. Mais les essais randomisés sont négatifs. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des facteurs protecteurs. Par contre, c'est du bon sens. Faire de l'activité physique, c'est bien. Voilà. C'est bien pour un tas de choses. Et pour la prévention du vieillissement, effectivement, c'est très bien. Le fait de faire du sport, ça prévient la dénutrition, ça prévient la sarcopénie, ça prévient toutes les pathologies cardiovasculaires. Voilà, ça prévient ça prévient de nombreux cancers aussi. Voilà, donc évidemment, on encourage à faire de l'activité physique et on encourage à bien se nourrir. Mais par contre, on ne donnera jamais de recommandations pour prendre des supplémentations. Jamais. Ça ne sert à rien d'aller à la pharmacie, tout ce qu'on vous vend là, de pilules à prendre en complément. À part les gens qui sont carencés, il n'y a pas d'intérêt à prendre ces supplémentations vitaminiques pour prévenir quelques maladies que ce soit. Voilà, ça sert à rien. Il faut par contre avoir une alimentation équilibrée. Ça, c'est sûr. Donc, les seuls facteurs de risque qui sont reconnus, c'est l'âge et le caractère héréditaire. Tout le reste, c'est du bon sens. Voilà. Oui, faites du sport, mangez équilibré. On parle beaucoup de l'environnement aussi. Ça, on le voit dans les cancers. Hein. On peut se poser des questions sur un peu en 2020, ce qu'on mange et ce qu'on respire, très honnêtement. C'est vrai pour les cancers. C'est peut-être vrai aussi pour les maladies neurodégénératives. On ne le sait pas encore. Mais c'est vrai qu'on peut quand même globalement se poser des questions. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie encore insidieuse parce que souvent, l'entourage du patient, elle ne voit pas grand-chose, quoi. Elle ne remarque pas trop les troubles, les symptômes. En premier lieu, souvent, c'est le trouble de la mémoire. Voilà. Mais souvent, les aidants, ils sont aussi âgés que les patients. Donc ça passe un peu à l'as, hein, ils ne voient pas grand-chose. Les familles se voient parfois de moins en moins, on est occupé. Du coup, voilà, c'est une maladie qui passe un peu à l'as. Et puis surtout, les gens trouvent que c'est normal. Donc on vous dit, oui, il est âgé, donc c'est normal, il a des troubles cognitifs. Ce qu'on appelait anciennement la démence sénile. La démence sénile, c'était déjà des maladies d'Alzheimer. Hein. Voilà, on appelait ça démence sénile parce qu'on ne savait juste pas ce que c'était. Mais c'était déjà des maladies d'Alzheimer. La durée, c'est à peu près, je vous ai dit, il y a 10 ans d'évolution, donc 8 à 12 ans. Bon, ça dépend évidemment des sujets.
Et surtout, les dernières années sont ultra médicalisées. C'est pour ça que c'est hyper important d'essayer, vous l'avez vu dans la fragilité juste avant, on essaie vraiment de prendre en charge les gens quand il est encore tôt. C'est-à-dire qu'il a dû vous expliquer, il y a les sujets robustes, les fragiles et les dépendants. Dès qu'on est dans la dépendance, on peut faire des choses sur le plan médical, on peut accompagner les gens, on peut soulager les gens. Et ça, évidemment, qu'on le fait et on sait bien le faire. Mais par contre, l'important aussi, c'est de prévenir l'entrée dans la dépendance. Voilà. Et aussi, et avant tout aussi, pour des raisons économiques. Voilà. Les sujets qui sont déments, dans les dernières années de la vie, c'est des sujets qui sont ultra médicalisés, qui sont souvent en maison de retraite, parce que ça devient ingérable, c'est difficilement gérable à la maison. C'est des sujets qui sont hospitalisés, mais multi-hospitalisés. C'est-à-dire que c'est les sujets qu'on revoit et qu'on re-revoit et qu'on re-revoit. On a beau essayer de cadrer les choses, ils reviennent. Donc ça, c'est aussi pour des raisons qui sont imputables aux structures, mais ce n'est pas de leur faute, c'est qu'il y a un manque de moyens dans les EHPAD. Donc c'est des gens, effectivement, qu'on revoit régulièrement. C'est des personnes qui sont à haut risque de complications dites iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'hôpital et ils font toutes les complications liées à l'hospitalisation, de par leur état. Vous avez dû le voir aussi un peu. C'est les sujets qui vont attraper les infections nosocomiales, qui vont tomber dans les unités, se fracturer, à qui on aura mis des sondes urinaires parce qu'ils arrivent aux urgences et qu'ils sont tous sondés et qu'on n'aura pas des sondés et ils ont des troubles du comportement, ils tirent dessus et ils sont des hématuries majeures. Voilà. C'est vraiment des gens qui font toutes les complications iatrogènes et donc qui ont des hospitalisations prolongées. Donc le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, donc il y a des critères. Le diagnostic doit être porté selon les critères qui suivent ce qu'on appelle le DSM-4. Alors on ne va pas le voir en globalité, c'est un peu compliqué, mais globalement, pour pouvoir évoquer une maladie d'Alzheimer, on ne sait jamais avec certitude que c'est une maladie d'Alzheimer. Une maladie d'Alzheimer, si on voulait un diagnostic de certitude, il faudrait qu'on fasse des examens anatomopathologiques des cerveaux des gens qui décèdent, ce qu'on ne fait jamais, bien évidemment. D'accord, on le fait chez les gens qui décèdent jeunes, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a eu une pathologie neurodégénérative fulgurante avec un décès jeune, on peut être amené à faire des autopsies par rapport à la descendance pour voir s'il y a effectivement de quelle pathologie il s'agit. Dans les faits, pour les sujets âgés, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc en fait, un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est une supposition, toujours. On n'a jamais de diagnostic de certitude. Mais il y a quand même de fortes suppositions. Alors ce qui va nous intéresser pour porter un diagnostic, c'est d'abord l'histoire cognitive. C'est hyper important, l'histoire cognitive, c'est-à-dire c'est discuter tout simplement avec le patient et sa famille et l'entourage, tout le personnel qui gravite autour de lui. Donc aussi le personnel soignant en maison de retraite, s'il est en maison de retraite, le personnel à domicile, le médecin traitant, pour savoir un peu c'était quoi les troubles, ça a commencé quand. Ça, c'est important. L'histoire cognitive est très importante. Après, c'est l'évaluation neuropsychologique, donc c'est la passation des tests, qui sera plus ou moins poussée en fonction du stade de la maladie, on le verra. L'examen clinique, ça nous permet d'éliminer autre chose. Quelqu'un qui arrive aux urgences et qui a des gros troubles du comportement, des fois, on lui met facilement l'étiquette dément. Des fois, il ne l'est pas, il est confus. C'est des choses que j'ai vécues. Il est confus, on lui fait une scanner cérébral et en fait, il a une métastase cérébrale. Donc, je veux dire, l'examen clinique est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tout de suite, voilà, il y a une maladie d'Alzheimer, des troubles du comportement, on met les médicaments qu'il faut bien pour arrêter les troubles du comportement. Non, l'examen clinique est très important pour éliminer le reste. Et vous l'avez vu au début, on peut aussi rechercher sur le plan neurologique un syndrome extrapyramidal, ça peut nous orienter sur telle ou telle pathologie. Et après, les examens complémentaires. Le premier, l'IRM. Voilà. L'IRM, c'est hyper important. Dans les faits, quand ils arrivent aux urgences, on a, surtout à Rangueil, on a juste un scanner cérébral. Bon, c'est déjà un peu informatif, mais ce n'est pas suffisant. Le premier, c'est donc l'IRM. L'IRM, ça va vous permettre, d'éliminer un diagnostic différentiel, un abcès cérébral, une tumeur cérébrale, un énorme accident vasculaire cérébral. Voilà. Et puis, ça va vous permettre également d'évaluer le niveau d'atrophie. Donc, au niveau de la maladie d'Alzheimer, c'est une atrophie qui se situe au niveau des hippocampes et qu'on peut graduer, un stade 1 à un stade 4, pour voir un peu à quel stade de la maladie ils sont. Mais on peut faire d'autres examens complémentaires. Il n'y a pas que l'IRM, il y a plein de choses. On peut faire des ponctions lombaires, on peut faire des imageries en injectant des produits spécifiques. Enfin, il y a plusieurs examens, mais qui nous orientent vers telle ou telle pathologie. Alors si on reprend
L'histoire cognitive, on va reprendre un peu. L'histoire cognitive, au premier plan, quand ils arrivent, ils vous disent le signe essentiel que dit la famille ou le patient, c'est « je perds la mémoire ». Voilà. Je perds la mémoire. Important dans la maladie d'Alzheimer, vous le savez, c'est des troubles de la mémoire qui portent sur les faits récents. C'est-à-dire tout ce qui est histoire ancienne, bibliographie, ils vont pouvoir vous raconter toute leur histoire, il n'y aura pas de problème. Par contre, ils ont l'incapacité de mettre en stockage les événements des faits récents. C'est typiquement les gens qui perdent leurs clés, ils les posent quelque part et ils ne savent plus où ils les ont mis. Voilà. Donc ça, ce sont des troubles de la mémoire qui vont apparaître progressivement. C'est pas un truc brutal. C'est pas ah non, hier il était normal et aujourd'hui il va pas. Ça, c'est souvent de la confusion. On n'est pas dans une maladie démentielle. On va voir un peu ce que c'est que la confusion. C'est souvent, oui, ça fait plusieurs mois, c'est vrai que voilà, il se perd un petit peu, il confond un peu les dates, ça arrive. Et puis c'est vrai que voilà, il perd deux, trois objets. Voilà, ça c'est à l'interrogatoire, ça commence à être un peu typique. C'est très progressif. Il faut parfois creuser et insister avec la famille. Souvent la famille, il vous dit non, il n'y a pas de problème. En creusant bien, oui, c'est vrai, voilà, de temps en temps, voilà, il y a des petits problèmes à la maison. Bon, la plainte mnésique de la mémoire, c'est pas le seul symptôme. Il y a déjà plein d'autres symptômes, en fait, même au stade précoce de la maladie. Il y a déjà même des troubles du comportement. Alors, on n'a pas l'impression que c'est des troubles du comportement parce qu'au stade parfois précoce de la maladie, c'est souvent des troubles du comportement qu'on dit négatifs, silencieux. Ils ne posent pas de problème parce qu'en fait, ils ne sont pas envahissants, ils ne sont pas perturbants, ces troubles du comportement. Notamment ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie qu'on prend souvent pour de la dépression. L'apathie, c'est le sujet qui est assis là, il faut le stimuler pour tout. Pour tout. On est déjà dans un trouble du comportement lié à la maladie. Bien souvent, ces gens-là, on pense qu'ils sont dépressifs et il arrive fréquemment qu'on les mette sous antidépresseurs alors que ça servira strictement à rien. Donc au stade précoce de la maladie, c'est plutôt des symptômes négatifs, apathie, diminution de l'intérêt pour les activités de loisirs. Typiquement, le sujet, il aimait bien jardiner. Ah non, c'est vrai que là, il a perdu d'intérêt, il jardine plus, il voit plus ses copains. Voilà. Ça, c'est assez typique des stades précoces de la maladie, le repli social, toutes ces choses-là. Donc, c'est pas que la plainte de la mémoire. Et puis, on peut avoir effectivement d'autres symptômes, des problèmes de langage. C'est le plus fréquemment retrouvé après les problèmes de mémoire. Donc, c'est des sujets qui ne vont pas arriver à trouver leurs mots. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils cherchent leurs mots. Et puis, des fois, comme ils n'y arrivent pas, ils vont utiliser un mot à la place d'un autre. Donc, c'est l'utilisation de périphrases. Par exemple, donc ils bloquent, ils cherchent leurs mots et puis on leur montre des images, il y a des tests de dénomination et ils vont chercher le mot et puis ils vont utiliser, au lieu de dire aspirateur, ils vont dire balai parce qu'ils savent que c'est à peu près dans la même catégorie mais ils ne se rappellent plus du mot. Donc ça c'est vraiment le trouble du langage. Et après, il y a ce qu'on appelle les troubles des praxies. Les praxies, c'est la réalisation des gestes, faire des choses, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à utiliser des objets du quotidien. Pour manger, c'est compliqué. Pour s'habiller, c'est compliqué. Pour dessiner, c'est ce qu'on verra dans certains tests. On leur fait dessiner des figures. Et ce qu'on appelle l'apraxie attachée, apraxie constructive, c'est ça. C'est l'incapacité à recopier un dessin, somme toute, assez simple, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les praxies. Et puis, il y a d'autres troubles que je n'ai pas mis là, qui sont vraiment dans les stades plus terminaux. C'est les troubles gnosiques. La gnosie, notamment ce qu'on appelle l'agnosie, donc pareil, pas L'-agnosie, négatif. Agnosie visuelle, c'est la non-reconnaissance des visages familiers. Dans les stades terminaux de la maladie, ils ne reconnaissent même plus leurs proches. Voilà. C'est le sujet qui prend la voiture et qui, alors qu'il fait ce trajet tous les jours, il va se perdre en voiture parce qu'il ne reconnaît plus les rues. Ce que je viens de vous dire là, quand ça touche le langage, les praxies et les gnosies, c'est ce qu'on appelle le syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Okay. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire. Et après, le syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Donc aphaso, c'est le langage, apraxo des praxies et agnosique. C'est bon. Vous avez le droit de m'arrêter s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Ce qui est très important, c'est que ces symptômes ont une répercussion sur le fonctionnement quotidien du patient. Ce qui n'est pas le cas dans un vieillissement physiologique,
Oui, on a le cerveau qui vieillit, je vous l'ai dit. On a un déclin cognitif physiologique lié à l'âge, mais il n'y a pas de retentissement sur le quotidien. Ces gens-là, ils vont avoir un retentissement sur leur quotidien. Ils sont obligés de se mettre des post-it dans les phases précoces, hein, pour se rappeler des choses. Eh ben, il prend sa voiture, il s'en rappelle plus. Il se rappelle plus de là où il faut aller. Il n'arrive plus à utiliser correctement. Il n'arrive plus à mettre sa montre. Enfin voilà, des petites choses. Au début, c'est dans les petits gestes, hein, les gestes fins. Donc, ça a un retentissement sur leur quotidien. Ça, c'est hyper important dans le diagnostic. Donc ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'était l'histoire cognitive. Je vous l'ai dit, hein, pour poser un diagnostic, c'est d'abord l'histoire cognitive, c'est le plus important. L'histoire cognitive, c'est appeler tout le monde. C'est un boulot, c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper important de prendre les informations de tout le monde, et pas que de la famille. Le médecin traitant. Voilà. Après, on fait passer des tests. Alors, on ne va pas les voir tous. Voilà. Je vais vous montrer juste les tests les plus simples qu'on fait passer, nous, en consultation. Les sujets chez qui on a des doutes, on va faire des tests plus poussés. On va les envoyer voir une neuropsychologue qui va les embêter un petit peu plus et ils vont faire des tests beaucoup plus compliqués que les nôtres. Les cas où on envoie, surtout chez le neuropsychologue, c'est le sujet jeune. C'est-à-dire que quand on a des sujets de 50 ans qui se présentent en consultation, il y a tellement d'enjeux à poser un diagnostic d'une pathologie neurodégénérative qu'on ne s'arrête pas à notre consultation. À 50 ans, on fait l'anamnèse, on pose des questions, on fait les premiers tests, mais même si les tests sont normaux et qu'on pense que le monsieur n'est que angoissé, ce qui est arrivé, on envoie toujours, on fait des examens complémentaires, l'IRM, et on envoie vers la neuropsychologue. On fait des tests plus poussés chez le sujet jeune. Et c'est pas parce qu'à l'instant où on le voit, finalement, il n'y a pas de démence, on ne peut pas le rassurer sur le reste de sa vie parce qu'il pourra très bien développer une démence dans 10 ou 15 ans, j'en sais rien. Donc le sujet jeune, le patient aux antécédents psychiatriques, parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Alors je parle du patient psychiatrique, la dame qui a une psychose maniaco-dépressive et qui a aussi malheureusement le droit de développer une pathologie neurodégénérative dessus. Là, c'est un peu plus complexe. Sachez que le sujet âgé, c'est très rare que le sujet âgé rentre dans une pathologie psychiatrique à 80 ou 90 ans. Enfin, quand vous avez quelqu'un qui arrive à 90 ans et qui présente des hallucinations, dites-vous bien qu'il est fort probable qu'il y ait une maladie neurodégénérative dessous et que ce ne soit pas une pathologie psychiatrique. Voilà, ça existe, hein, je ne peux pas dire, voilà, mais c'est quand même très rare. Tout ça pour dire que quand vous avez des sujets âgés avec des symptômes psychocomportementaux, il vaut mieux qu'ils aillent en gériatrie plutôt qu'en psychiatrie. Voilà, parce que le sujet âgé, c'est souvent, vous l'avez vu, c'est polypathologique, c'est complexe, et donc il vaut mieux qu'il soit en gériatrie, parce qu'en plus, c'est souvent qu'il y a une maladie neurodégénérative et pas une pathologie psychiatrique, quoi. Tout ça pour dire que voilà, les tests, on les fera de manière plus intensive chez le sujet antécédent psychiatrique et le sujet jeune. Et puis dès qu'on a un doute, hein, voilà. Donc les premiers tests qu'on fait, c'est le MMS. Donc je vous l'ai dit, le MMS, c'est vraiment un test pour juste le stade de la maladie. Ça va m'aider en rien sur telle ou telle démence. Le test des 5 mots de Dubois, le test de l'horloge et le test de l'affluence verbale. Je ne me rappelle plus comment c'est foutu mon truc. Voilà. Donc le MMS, vous l'avez déjà vu, je ne l'ai pas mis là. Le MMS, c'est donc un test qui est coté sur 30 et qui permet de passer en revue pas mal de fonctions cognitives. Donc vous avez des questions sur l'orientation temporelle, sur l'orientation spatiale. Vous avez les 3 mots que vous leur demandez de faire répéter. Donc c'est des tests en fait qui permettent d'évaluer la mémoire à court terme. Il y a des tests de dénomisation d'objets. Vous leur montrez montre, un stylo. Donc ils sont parfois pas capables de nommer ce qu'ils voient. Donc c'est bien parce qu'ils ont des troubles gnosiques, visuels, et aussi des troubles du langage, peut-être, parce qu'ils n'arrivent pas à dire l'objet en question. Ça permet aussi, y a une figure, c'est ce qu'on voit là-haut, je veux dire, c'est tout petit, mais il y a aussi une figure qui est hyper simple, hein, qui permet de tester les praxies constructives. Vous voyez, le fait de recopier souvent ils se trompent au niveau de l'intersection. Voilà, ils nous font 2 figures séparées, ça c'est assez typique, ils n'arrivent pas à les croiser. Il y a des items sur le langage. Enfin bon, voilà. C'est un test qui est assez intéressant, qu'on fait beaucoup à l'hôpital. Alors, on le fait à l'hôpital en hospitalisation parce que ça nous permet juste d'avoir un état des lieux. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital en état de confusion, qui passe par les urgences parce qu'il a fait une pneumopathie à 90 ans et plein de comorbidités, je ne vais surtout pas m'amuser à lui poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer pendant l'hospice.
On ne fait pas ça. On est en phase aiguë d'hospitalisation, les gens ils sont pas bien, ils sont confus, ils sont pas chez eux, ils sont malades. Donc on ne va pas s'amuser à poser un diagnostic. Par contre, si dans les jours qui suivent l'entrée, il est moins confus et je me rends compte au nez qu'il y a un petit souci, je vais faire un MMS juste pour avoir une idée. Donc si j'ai un MMS déjà à 14, même s'il est fatigué, hospitalisé, pas chez lui, malade, enfin tout ce que je vous ai dit, il est fort probable qu'il y ait quand même une maladie neurodégénérative dessous. Parce qu'un MMS à 14, c'est quand même pas beaucoup. Donc ces gens-là, ça me permet en fait derrière de les revoir, de ne pas les laisser dans la nature en fait. Ils arrivent à l'hôpital et derrière, qu'est-ce qu'on peut programmer pour eux pour les aider? Donc soit une consultation simple parce qu'il y a juste un problème de mémoire, mais ça nous permet de voir l'entourage et de cadrer les choses à la maison et de poser un vrai diagnostic. Et des fois, ils avaient un MMS à 14 à l'hôpital et puis en fait, ils vont monter à 18 après l'hospitalisation. Voilà, ce qui est quand même pas normal, hein, mais il y a l'effet de l'hospitalisation et de la maladie. Soit je programme des choses plus complexes parce qu'il y a besoin d'examens complémentaires et on les revoit en hôpitaux de jour. Voilà. Donc ça, c'est le MMS. Après, il y a le test des 5 mots de Dubois. Alors, attendez, hop. Où est-ce qu'il est le test des 5 mots? Ouais, il est là. Pardon, hein, je ne me rappelle plus trop. Le test des 5 mots de Dubois. Le test des 5 mots de Dubois, donc c'est des mots qui sont validés. Vous pouvez pas donner n'importe quel mot à mémoriser. Hein. Il y a 3 listes de 5 mots, j'en ai qu'une en tête. Voilà, je ne m'en rappelle pas par cœur. Donc c'est Monsieur Dubois qui a validé ces mots-là. Donc vous montrez au patient une liste de 5 mots. Celle-ci, musée, limonade, sauterelle, passoire, camion, c'est celle qu'on fait tous. Donc vous allez lui demander tout simplement de mémoriser ces 5 mots. Donc il a le temps, il faut lui laisser le temps au patient. Donc il regarde la feuille et puis il va essayer de mémoriser. L'ordre, on s'en fiche complètement. L'important, c'est de se rappeler les 5 mots. Vous allez lui donner des indices. Parce qu'après, quand vous allez cacher la feuille, s'il ne se rappelle pas, vous pourrez lui donner des indices pour essayer de faire remonter les souvenirs, on va dire. Donc vous allez lui dire, dans la liste, il regarde en même temps, dans la liste, quel est le bâtiment? Vous dire le musée. Quel est l'ustensile de cuisine? La passoire. Quelle est la boisson? La limonade. L'insecte, sauterelle, et le véhicule, c'est le camion. Voilà. Quand il pense avoir mémorisé, on cache la feuille. Et là, il va tout simplement essayer de se rappeler des 5 mots. Souvent, en mémoire immédiate, vraiment immédiate, c'est-à-dire juste maintenant, ils peuvent s'en rappeler, même les malades d'Alzheimer. Voilà. Des fois, il y a des petits couacs, mais souvent, ils s'en rappellent. Et puis après, donc ça, c'est ce qu'on appelle les scores immédiats. Et puis après, on va faire une tâche entre les deux, ce qu'on appelle le test de l'horloge. On va le voir après. Et puis après le test de l'horloge, vous ferez à nouveau les 5 mots de Dubois. Donc il faut à peu près une épreuve de 3 minutes entre les deux pour qu'ils aient le temps d'oublier, en gros. Hein. Vous allez à nouveau leur demander, est-ce que vous vous rappelez des 5 mots? Et là, souvent, ça pêche. Pour les malades d'Alzheimer, ça pêche. Les malades d'Alzheimer ne vont pas se rappeler forcément des 5 mots. Ils vont vous dire musée, sauterelle et passoire. Et après, vous allez pouvoir leur donner des indices. Le malade d'Alzheimer ne récupérera pas avec les indices. Vous aurez beau lui dire, il va une boisson, il va vous dire du thé ou j'en sais rien. Et le véhicule, il va vous donner autre chose. La maladie d'Alzheimer, ça peut vous orienter dans le diagnostic. La maladie d'Alzheimer ne récupère pas avec l'indissage. Quelqu'un de dépressif, il va récupérer avec l'indissage. Le dépressif, forcément, si vous lui faites des tests cognitifs en phase de dépression, il va avoir des troubles. Hein, ils ne vont pas être bons, les tests de mémoire. Pourtant, il n'est pas dément. Voilà. C'est juste qu'il n'est pas concentré parce qu'il est déprimé. Bon, mais quand vous allez lui donner les indissages, le malade qui est dépressif, il va récupérer. Il y a d'autres pathologies où il récupère. La démence frontotemporale, ça c'est un peu spécifique, je vous raconte, mais vous n'avez peut-être pas besoin de retenir tout ça, mais la DFT va récupérer avec l'indissage. Donc le test de l'horloge nous permet aussi de nous orienter vers telle ou telle pathologie. L'Alzheimer, il ne récupérera pas. Et entre les scores immédiats et les scores différés, vous faites le test de l'horloge. Le test de l'horloge, c'est tout bête. Donc vous avez le droit de dessiner le cadran, pour l'aider, mettre le point au milieu si vous voulez. Et vous allez demander au patient de placer les chiffres de l'horloge. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça que même vous, je pense que vous ne feriez pas ça. Quelqu'un de bien cortiqué, si vous réfléchissez à la façon dont vous faites l'horloge, souvent pour bien faire les choses, vous allez placer le 12, le 6, le 3 et le 9. Et ensuite, vous allez placer les chiffres pour que ce soit juste parfait, quoi. Voilà. Le malade d'Alzheimer, il ne va pas du tout faire ça. Souvent, il va nous caser, il va commencer à 12 et puis il va tout nous caser en haut, où il va nous faire des chiffres romains. Alors des fois, il s'arrête, il fait de 12 et puis il s'arrête vraiment après sur le 11, mais des fois, il va continuer 12, 13, et il continue. Voilà.
Ça, c'est assez typique des maladies d'Alzheimer. Et après, vous allez leur demander de placer les aiguilles et vous allez demander de placer les chiffres et aussi les aiguilles. Pareil, les aiguilles, l'heure, elle est validée. Vous ne pouvez pas demander n'importe quelle heure. Bon. Donc, ce qui est le plus connu, c'est 10h10. Donc, c'est de savoir mettre la petite aiguille vers les heures et la grande aiguille vers les minutes. Le malade d'Alzheimer, il va souvent vous mettre d'abord les aiguilles de la même taille et les deux vers le 10. 10h10, pour lui, c'est 10h10, tout vers le 10. Ça, c'est typique. Hein. Et vous pouvez avoir un test vous pouvez très bien avoir juste un patient avec un test de l'horloge qui n'est pas normal, mais un test des 5 modules du bois parfait, un MMS à 30/30. Donc, il faut vraiment creuser. Et en fait, les tests cognitifs, c'est aussi important d'être là et de les voir, de voir la réaction des patients. Parce que c'est là où il va chercher ses mots, où il va buter, voilà. C'est là où vous allez voir qu'il y a des problèmes en fait, de cognition. Donc, les tests, c'est typiquement... et encore, elle n'est pas trop mal. Elle est pathologique, hein, mais on voit bien pire. Donc, le MMS, l'horloge et le Dubois. Après, il y avait marqué aussi le test de l'affluence verbale. On peut faire des tests où on va leur demander de citer le plus de noms d'animaux en 1 minute. Voilà, vous allez voir, vous êtes capable de le faire. Parce que souvent, on dit, oh là, un moment, on va s'essouffler. Non, eux, ils vont vraiment s'essouffler. Parce que vous avez ce qu'on appelle un cortex frontal qui sert à ce que vous arrivez à vous organiser, en fait. Si je vous dis des noms d'animaux, vous allez voir, vous allez instinctivement vous placer, vous allez vous mettre par exemple à la ferme, j'en sais rien moi, et vous allez me balancer tous les noms de la ferme des animaux, puis après les noms d'animaux domestiques, enfin voilà. Vous allez, sans réfléchir, vous allez faire ça pour m'en citer un maximum. Ou vous allez chercher tout ce qui commence par A, enfin vous allez vous organiser. Le sujet qui a les troubles cognitifs, il ne va pas du tout s'organiser, donc à un moment il va s'essouffler, il va buter. Et souvent il arrive quand, en 1 minute, il m'en dise 10. Qui est absolument pathologique. Donc ça, c'est l'affluence verbale. Donc ce qui est très important, donc là on a vu l'histoire cognitive, je reprends un peu, hein, l'histoire cognitive, les tests neurocognitifs, et ce que j'ai voulu mettre là-dessus aussi, c'est que tout ça, et ça c'est très important dans le diagnostic, a un retentissement sur le quotidien. Mais alors le quotidien, il y a deux échelles qu'on utilise en gériatrie. Il y a ce qu'on appelle l'échelle ADL, Activity Daily Living, donc c'est vraiment les activités de base. Donc c'est coté sur 6, c'est la capacité à marcher, à s'habiller, à se laver, à aller aux toilettes, enfin, c'est l'activité de base. Voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les IADL, donc c'est Instrumental Activity Daily Living, c'est coté sur 8, et c'est les activités plus complexes. Au début de la maladie, c'est les activités complexes qui sont touchées. Les gens, ils arrivent encore à s'habiller, se laver, voilà. Mais par contre, si vous interrogez, les comptes, ils n'arrivent plus du tout. Ils ne gèrent pas leurs comptes, ils sont incapables de gérer leurs médicaments, ils ne prennent plus les transports en commun, ils ne savent plus utiliser les moyens de communication. Donc c'est très important aussi de creuser, de ne pas se dire juste, est-ce qu'il est capable de se laver tout seul, est-ce qu'il marche avec sa canne, son déambulateur, ou est-ce qu'il faut besoin de l'aide d'une personne. Il faut creuser et aller chercher sur les activités dites plus complexes. Quand les ADL ne sont pas bons, c'est-à-dire que si à l'ADL, il est à 2 sur 6, sur les activités de base, il est à 2 sur 6, ça ne sert à rien d'aller l'interroger sur les IADL. Ils seront effondrés. C'est-à-dire si on n'est pas capable de se laver, on ne peut pas gérer ses comptes. Hein. C'est assez logique. Par contre, l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc c'est très important de chercher aussi sur les choses plus complexes, dans les stades précoces de la maladie. Ça, c'est pour vous montrer que voilà, la maladie d'Alzheimer va engendrer... Alors, quand les gens ils perdent, quand ils vont évoluer avec leur maladie d'Alzheimer, ils vont aussi vieillir. Hein. C'est-à-dire que le malade d'Alzheimer, il n'est pas juste malade d'Alzheimer, il a un tas d'autres pathologies qui sont liées au vieillissement, qui vont faire qu'il va perdre en autonomie. Ils sont souvent sarcopéniques, ils deviennent dénutris, ils tombent plus, ils sont ostéoporotiques, enfin voilà. Donc tout ça cumulé fait qu'effectivement, c'est pas beau à voir, mais globalement, on va pas vers le sympa. On devient dépendant. Mais la maladie d'Alzheimer, quand on a en plus une maladie d'Alzheimer, la perte d'autonomie est encore plus rapide que chez quelqu'un d'âgé, du même âge, mais qui n'a pas de maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est l'important. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a l'important dans le diagnostic, c'est le retentissement sur le fonctionnement quotidien. Alors, ça, c'était pour le diagnostic. Je vous ai dit l'histoire cognitive, les tests neurocognitifs. Je n'ai pas appuyé sur l'examen clinique parce que voilà, je vous ai juste insisté sur chercher une cause autre
S'il y a des troubles du comportement, chercher une cause somatique qui peut expliquer les troubles du comportement, faire un examen neurologique pour voir s'il y a un syndrome extra-pyramidal. Voilà. Et les examens complémentaires, je n'ai pas poussé non plus. L'important, c'est surtout l'IRM cérébral. Alors après, la maladie, elle va s'aggraver et on va avoir des troubles liés à la pathologie, des complications liées à la pathologie. Donc juste d'abord que vous ayez une idée, comment évolue la maladie d'Alzheimer rien que sur le plan cognitif. Bon, je vous ai dit que la maladie d'Alzheimer, c'est une évolution plutôt lente et progressive. C'est-à-dire que progressivement, rien que sur les fonctions supérieures, vous allez avoir les tests qui vont s'effondrer progressivement. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les bouquins. On vous dit que c'est lent et progressif. En réalité, le sujet âgé, il va vivre un certain nombre de choses, de complications somatiques, des deuils, j'en sais rien, un tas de choses, qui vont faire qu'en fait, il va souvent évoluer comme ça, par escalier. C'est-à-dire que il a une maladie d'Alzheimer, voilà. Sur le plan cognitif, les fonctions supérieures s'altèrent. Malheureusement, il tombe. Pour X raisons, et aussi parce qu'il a une maladie d'Alzheimer, il tombe, il se retrouve à l'hôpital, il y a une descente d'un coup. Il va descendre d'un coup sur le plan physique et sur le plan cognitif. Et puis quand le problème qui est lié à cette perte, c'est-à-dire la fracture, voilà, s'il arrive à... C'est pas souvent le cas, mais si on arrive à les remettre sur pied, des fois, ça peut remonter un petit peu par rapport à la courbe, si vous voulez, remonter un petit peu pour revenir un peu à l'état antérieur, ce qui est quand même assez rare, et puis après, ça recommence. Et on diminue jusqu'au prochain... Voilà. Le deuil, ils perdent leur conjoint, paf, voilà. Ils ont oui. Ouais. Alors ça existe dans les phases plutôt précoces. Dans les phases terminales, il n'y a quand même pas de moment de lucidité. Mais effectivement, au début, en fait, les gens se rendent compte de leurs troubles. Et ils sont même dans ce qu'on appelle ce qu'on pourrait croire du déni, parce qu'en fait, ils sont tellement effondrés par le fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont des troubles, qu'en fait, ils nient leurs troubles. Mais on n'est pas dans une pathologie psychiatrique, hein. Surtout ne pas confondre le déni qu'on voit dans les pathologies psychiatriques, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il y a ces moments de lucidité qui peuvent arriver, effectivement, tout simplement parce qu'on est au stade précoce de la maladie, dans les stades tardifs. Après, on ne sait pas tout. Dans les phases terminales, il y a quand même une reconnaissance parfois au niveau du contact. Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux familles. En fait, je ne sais pas trop si c'est vrai ce que je raconte, mais quand on accompagne les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, qui sont en fin de vie, et qu'il y a les familles qui arrivent, quand on me dit de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils sentent, je dis toujours, mais si, c'est parce que je crois qu'il y a forcément autre chose qui passe, et qu'effectivement, des fois, juste par le contact, les gens arrivent à reconnaître leurs proches. Le fait que c'est pas l'infirmière là, qui est en train de faire la prise de sang ou l'aide-soignante qui fait la toilette, c'est bien mon conjoint qui est en train de me tenir la main, ça dure pas longtemps, mais il y a ces petits moments effectivement qu'on caractérise de lucidité. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les gens qui ont des maladies très sévères sur le plan cognitif, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais bon, il y a probablement parfois des petites choses qui passent, mais on ne sait pas l'expliquer de manière scientifique. Par contre, au stade précoce de la maladie, oui, au stade précoce, ils se rendent compte parfois, effectivement, brutalement. Les hauts niveaux socio-éducatifs, c'est encore plus difficile pour eux. Et ils sont tellement c'est pas le refus, mais ils ont tellement de mal à accepter ça, il y en a parfois justement des troubles du comportement. Ils deviennent opposants, ils refusent les suivis médicaux, parce qu'ils se rendent compte tout simplement qu'ils ont des troubles de mémoire, quoi. Voilà. Donc l'évaluation cognitive, c'est pas dans les bouquins on apprend comme ça, et en fait souvent c'est plutôt par escalier et ça va globalement malheureusement vers le bas. Le MMSE, ce que je dis c'est sur 30, les gens perdent en moyenne effectivement 3-4 points par an. Alors après c'est variable, hein. Il y a des gens ils vont avoir les sujets jeunes, ils ont souvent des évolutions assez rapides de la maladie. Quelqu'un à qui on diagnostique une maladie d'Alzheimer à 50 ans, il va évoluer malheureusement beaucoup plus rapidement qu'un sujet de 90 ans. Voilà, la moyenne, ils perdent 3 à 4 points par an, mais c'est assez variable. Les sujets jeunes vont vite, et les hauts niveaux socio-éducatifs. Les gens qui ont fait des grandes études, souvent, ils ont ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire que le fait d'avoir entretenu leur fonction supérieure, d'avoir eu des relations sociales, d'avoir étudié, ils ont une réserve cognitive qui est importante. Et donc la maladie est déjà installée au niveau anatomopathologique, mais elle ne parle pas cliniquement. Et au moment où elle parle souvent brutalement et beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas eu de haut niveau socio-éducatif. Donc en général, voilà, les sujets jeunes et les hauts niveaux socio-éducatifs évoluent beaucoup plus rapidement
que les autres. Donc, globalement, ça va vers le bas. Ensuite, les complications. Maintenant, on rentre vraiment dans les complications. Les complications, c'est ce qui pose le plus de problèmes dans la prise en charge des sujets déments. Donc il y en a plein. Il y a, je vous ai dit grossièrement, ce qu'on appelle les symptômes négatifs qui embêtent personne et souvent, du coup, on les voit pas à l'hôpital. Ces gens-là, ils viennent pas en consultation. Hein. Quand il y a de la dépression, de l'apathie, un peu de repli, ça pose de problème à personne. Enfin, voilà, entre guillemets. Mais par contre, dès que ça devient des éléments dits positifs ou bien perturbateurs, là, c'est là où souvent on les voit arriver en consulte, voire directement par les urgences parce que c'est plus gérable à la maison. Donc, l'opposition, l'agitation, les comportements moteurs aberrants, l'agressivité, les cris, les idées dérantes, hallucinations, troubles du sommeil. Tous ces symptômes pas faciles à prendre en charge, pour lesquels il existe des traitements, mais pas toujours. Par exemple, typiquement, les comportements moteurs aberrants, ils sont inaccessibles à la thérapeutique. On en parlera après, hein, mais le comportement moteur aberrant, c'est le patient qui va bouger les meubles, voilà. Donc sans agressivité, hein, voilà, il est un peu agité, il va bouger les meubles à droite, à gauche, dans l'EHPAD. C'est pas accessible à des thérapeutiques, ça. Ça devient accessible à une thérapeutique si éventuellement ça arrive la nuit. Parce qu'on peut dire qu'il a un comportement moteur aberrant et des troubles du sommeil. Donc on peut essayer de jouer là-dessus. Mais typiquement, le sujet qui déambule, c'est typiquement ceux qui arrivent, qui sont en EHPAD et on vous dit c'est ingérable, ils déambulent. J'ai pas grand-chose à proposer. Et en même temps, on dit souvent même... on est content presque qu'il déambule parce qu'en fait, le sujet qui a une maladie d'Alzheimer à un stade sévère et qui déambule, souvent ces gens-là, la seule chose qu'ils sachent faire justement sur leur plan les capacités fonctionnelles, c'est justement de marcher. Tout le reste, ils ont besoin d'aide. Il faut les habiller, il faut les laver, ils sont incontinents. Donc pour eux, on dit que c'est quand même bien pour eux qu'ils préservent ça et qu'ils aient au moins ça, quoi, la capacité de marcher. Si après ils deviennent grabataires, c'est le début des complications liées à l'alitement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, on est presque content qu'ils déambulent. Pas la nuit, évidemment, hein, mais en journée, en tous les cas, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt le tolérer. Alors après, nous, on est à l'hôpital, on a plus d'équipes. Voilà, on sait très bien que c'est parfois compliqué en maison de retraite, mais c'est un symptôme pour lequel on n'a pas de traitement. Donc ça, c'est les troubles du comportement. Alors, à pas confondre avec la confusion. C'est hyper important. Parce que la confusion, qui peut arriver à tout le monde, mais qui est plus fréquente chez le sujet âgé, tout simplement parce qu'on a un cerveau qui vieillit, donc on a une certaine vulnérabilité cérébrale quand on est âgé. Le syndrome confusionnel, c'est la dame qui n'a pas de maladie d'Alzheimer, qui n'a pas de pathologie neurodégénérative connue, qui arrive à l'hôpital, qui est ostéoporotique, qui est tombée, qui s'est fracturé la hanche, qui arrive à l'hôpital, donc qui est sortie tout simplement de son environnement familier, qui arrive par les urgences, qui a mal, donc qui est hyperalgique, qu'on va opérer, donc il va y avoir l'anesthésie, qu'on va sonder, et qui va du coup dans la nuit être hyper confuse. La confusion, c'est vraiment un état qui est théoriquement transitoire et réversible, qui est lié à des facteurs qui sont curables. D'accord ? Donc la dame, elle est confuse parce qu'elle est arrivée aux urgences, parce qu'elle a mal, parce qu'elle a eu l'anesthésie, parce qu'elle a été agitée du coup, la iatrogénie. Elle a été agitée parce qu'elle était confuse, du coup on l'a contentionnée et on lui a collé je ne sais pas quel neuroleptique, parce qu'elle était trop agitée, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est de la confusion. La confusion, c'est un trouble de la vigilance et de l'attention avec des troubles du comportement qui pourraient faire penser que c'est une démente, une grande démente, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est vraiment réversible. Voilà. Typiquement, sur le plan le comportement, quelqu'un qui est confus, c'est l'anxiété. C'est des gens hyper anxieux. C'est l'altération du rythme veille-sommeil, c'est-à-dire qu'ils font la bamboula la nuit, ils sont hyper agités la nuit. Mais c'est très important à ce moment-là de se poser, de faire un examen clinique et de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est confuse. Il faut gérer la douleur. Elle a été neuroleptisée, du coup, elle s'est mise en globe, hop, du coup, ça va pas. Hein.
Là, vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez? Est-ce que là, ça grésille trop, je vais lui rendre son machin. Là, vous m'entendez? Ok, merci. Okay. Là, vous m'entendez? C'est cool. Merci. Bon. Alors, je disais, donc très important, le syndrome confusionnel, c'est plus fréquent chez le sujet âgé, mais c'est quelque chose de réversible et pour lequel il faut chercher une cause somatique avant de dire que c'est un grand dément et qu'il faut sortir l'artillerie lourde et notamment les médicaments pour contrôler ces troubles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que bien souvent, les sujets âgés qui font des confusions à répétition dès qu'ils sont hospitalisés ou dès qu'ils sont opérés, c'est souvent que dessous, il y a une maladie neurodégénérative, ça c'est vrai. Plus on fait des confusions et qu'on est âgé, et plus il faut se poser des questions sur une pathologie neurodégénérescente qui est en train d'évoluer à bas bruit. On dit que souvent tout confus est un dément qui s'ignore. C'est-à-dire que vraiment, quand la famille vous dit oui, c'est vrai, non, tout va bien à la maison, mais c'est vrai que la dernière fois, il a été opéré. Quand on lui a mis son pacemaker, c'est vrai que ça s'est pas très très bien terminé. Et dans la suite, il était confus. C'est que souvent, c'est des gens qu'il ne faut pas laisser dans la nature, qu'il faut revoir en consulte parce que souvent, il y a des pathologies neurodégénératives. Donc, ce que j'ai voulu un peu la cerner, c'est par rapport à la prise en charge des troubles du comportement. Alors que ce soit dans la confusion, c'est-à-dire les troubles du comportement dans la confusion ou le trouble du comportement lié à la pathologie neurodégénérative, effectivement, il faut faire d'abord et avant tout une évaluation médicale. Vous allez me dire c'est bien joli, effectivement, quand quelqu'un est hyper agressif, je conçois que ça soit compliqué dans un premier temps de se dire on va d'abord essayer de l'examiner. Évidemment, il faut évaluer le degré d'urgence. Si vraiment le sujet est un danger pour lui ou pour les autres, l'urgence, ça va être d'abord de mettre en place le traitement. Ça, on en a parfaitement conscience. Quelqu'un de très agressif, on va d'abord, dans le meilleur des cas, quand on a le moyen de le faire, quand c'est possible, évidemment, à l'hôpital, en tous les cas, dans les secteurs qui sont adaptés, il y a des chambres comme en psychiatrie, des chambres de confinement, tout simplement pour qu'ils s'apaisent. Quand c'est pas possible, évidemment, on va sortir les traitements qu'il faut, tout simplement, pour limiter les risques pour lui et pour les autres. Mais quand c'est possible, quand quelqu'un est juste, quand c'est anxieux, quand c'est une agitation, c'est important d'essayer de faire une vraie évaluation pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir adapter notre prise en charge et notamment notre prise en charge thérapeutique. C'est important d'interroger quand les gens y rentrent pour des problèmes de comportement, par exemple des états d'agressivité, mais de l'agressivité au moment où il y a des contraintes. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils sont juste agressifs de manière spontanée. À ce moment-là, il faut traiter. Mais il y a des gens, ils sont agressifs parce que c'est des moments particuliers de la journée où il y a une contrainte, entre guillemets. En maison de retraite, ça peut être de l'agressivité au moment des toilettes, par exemple. C'est quelqu'un qui va bien dans la journée, mais qui, par contre, présente de l'agressivité au moment de la toilette. On va pas mettre en place des traitements par neuroleptiques en continu parce qu'il est agressif au moment de la toilette. On va essayer, quand c'est possible, d'essayer de réfléchir à pourquoi à ce moment-là, il a des troubles du comportement. Est-ce que c'est en rapport avec la personne qui fait la toilette? Allez savoir pourquoi, ça arrive. À ce moment-là, il faut, si c'est possible, changer l'intervenant, voir comment ça se passe. Est-ce que c'est l'heure qui ne convient pas? Donc, idéalement, je sais que c'est parfois compliqué, c'est à la structure et aux soignants de s'adapter pour essayer de voir si ça peut diminuer les troubles du comportement. Est-ce qu'on peut changer l'heure? Est-ce que c'est bête, Est-ce qu'il est douloureux? C'est tout bête, mais il se passe un truc parce qu'en fait, quand on le mobilise, il a mal. Donc quand vous avez mal, vous n'êtes pas content. Mais le sujet âgé qui ne peut pas s'exprimer,
il va tout simplement lever la main parce qu'en fait, il est douloureux et qu'on n'arrive pas à répondre à sa souffrance, quoi. Ça va être des petites choses comme ça. Il faut essayer d'interroger pour savoir à quel moment et pourquoi. Est-ce qu'il y a des facteurs de circonstances qui peuvent expliquer les troubles du comportement? Toujours rechercher une cause somatique parce que même si c'est un dément, peut-être que oui, il est agressif parce qu'il a mal et que ça c'est curable et qu'en traitant sa douleur peut-être qu'on pourra diminuer son agressivité, peut-être pas, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer de le voir et d'adapter le traitement. Peut-être qu'il est agressif parce qu'elle est en rétention aiguë d'urine. Voilà, c'est un des choses, c'est vraiment le fécalome, la rétention aiguë d'urine, c'est pas une légende, hein, c'est le sujet âgé, c'est vraiment des choses qui sont à haut risque de confusion et donc qui peuvent engendrer des troubles du comportement. Donc c'est important de rechercher une cause somatique, de rechercher des facteurs iatrogènes, c'est-à-dire iatrogène, ça veut dire imputable à la structure et aux soignants. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital, ce que je vous disais, on a sondé, parce qu'ils arrivent aux urgences, ils sont tous sondés, qu'il n'y avait pas vraiment de raison de le sonder. Nous, on aime bien démédicaliser les sujets, parce que s'il est dément, qu'est-ce qu'il va se faire? Surtout si c'est un homme, ça devient la galère. Il va tirer sur la sonde. On en a eu des cas comme ça, hein, c'est pour ça où ils se font des hématuries majeures avec des cailloux, où là on est obligé de ressonder, de faire des lavages vésicaux, d'attacher le patient, et c'est un truc qu'on n'aime pas du tout, d'attacher le patient pour pouvoir faire les lavages vésicaux, parce qu'on doit le soigner, tout ça parce qu'on a mis une sonde en arrivant aux urgences et qu'on n'aurait pas dû la mettre, entre guillemets. Voilà, donc les sondes urinaires, pour parler de ça, juste parce que c'est un vrai sujet, sondes urinaires, les vraies raisons pour lesquelles on met une sonde urinaire, c'est parce qu'il y a un globe, voilà, et le globe, c'est pas 400 cc d'urine, hein. Le globe, on commence à 600, et encore chez la femme, 600. Chez l'homme, c'est un peu différent. 600, des fois, en la mettant sous la chaise percée, en essayant un peu de stimuler, on arrive parfois à engendrer une miction. Donc c'est un vrai globe. Ou après, c'est vraiment les surveillances des gens qu'on met sous l'Asix IVSE, où on a besoin de savoir un peu ce qui rentre par rapport aux diurétiques qu'on met. Mais sinon, voilà, le sondage, parce que il faut sonder, il faut faire une bandelette urinaire, voilà. Il faut à ce moment-là, on peut le faire, mais il faut désonder. C'est comme on aime bien virer les perfs, nous, voilà, parce que c'est un facteur, il tire dessus, il s'infecte. Donc, toujours rechercher les facteurs iatrogènes qui peuvent être à l'origine aussi des troubles du comportement et compléter tout ce qui est enquête étiologique. C'est ce que je vous disais par rapport à l'environnement. Comment l'environnement peut s'adapter pour diminuer les troubles du comportement. Typiquement aussi, un truc qui est totalement inaccessible à la thérapeutique, c'est le cri du dément. Le cri du dément, alors souvent le cri, il est vraiment typique du dément en phase terminale. C'est-à-dire que le dément qui est grabataire, alité, donc vraiment ADL0, le GIR 1 de l'EHPAD, avec un MMS effondré, et qui en plus, dites-vous, on sait, quand je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on sait vraiment pas du tout ce qui se passe dans la tête. Mais c'est le cri, et on sait pas, on a essayé de comprendre, est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il est anxieux, on ne sait pas trop. Des fois, ça diminue le cri quand on est à côté de lui, à la réassurance, on ne peut pas être tout le temps à côté de lui, hein, ça on en a parfaitement conscience, mais des fois même, on ne sait pas pourquoi il crie. Alors on se dit qu'il faut imaginer quand même qu'on a un certain âge, qu'on est alité, totalement dépendant des autres, qu'on n'a plus nos fonctions supérieures, pour peu qu'on ne voit pas, qu'on n'entende pas. Vous imaginez un petit peu l'isolement sensoriel dans lequel ils sont aussi. Et ben c'est des symptômes qui sont hyper gênants, mais pour lesquels on ne sait absolument pas quoi faire sur le plan thérapeutique. Donc on essaie un peu tout. Et en fait, on utilise les effets secondaires des médicaments pour diminuer les symptômes. On va utiliser des neuroleptiques pour le rendre... C'est terrible, hein, mais en fait, c'est ce qui se passe. Hein. On va utiliser des neuroleptiques pour le rendre somnolent, pour diminuer les troubles. Parce qu'en fait, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on sait que c'est parfaitement gênant dans une structure. Donc, typiquement, voilà, le cri, la déambulation, c'est vraiment deux symptômes pour lesquels on est assez impuissant. Ça, c'est dans la vie rêvée des belles choses. C'est ce qu'il faut faire dans la vie vraiment, voilà, qu'on oublie parfois de faire, qu'on n'a pas le temps de faire, même nous à l'hôpital, mais ce qu'il faut faire, en fait. Donc c'est comme ça il faut l'apprendre, mais c'est pas toujours faisable. C'est ce qu'on appelle les techniques de soins, les attitudes de communication, les attitudes de soins vers la personne qui a une maladie d'Alzheimer avec des troubles du comportement. Pour limiter les troubles du comportement, voilà ce qu'il faut faire. Le sujet Alzheimer, c'est un peu comme les petits. Hein. D'abord, il faut se mettre à la même hauteur que lui. C'est hyper important. Si vous mettez au-dessus de lui, il va avoir cette impression de quelqu'un de plus important de lui qui lui parle. C'est comme les gosses. Hein. Il faut se mettre à sa portée. Il faut éviter toutes les sources de distraction possibles. On ferme les portes pour limiter les bruits dans les couloirs et autres. Voilà, il faut attirer son attention, il faut utiliser des phrases courtes. Il faut transmettre un message l'un après l'autre. On peut utiliser des gestes pour pouvoir pas faire passer nos messages.
Préférer des questions fermées, des questions trop compliquées, ouvertes, ils ne vont pas y arriver. Le laisser du temps pour s'exprimer. Alors, éviter d'être familier. Il y en a eu qui m'ont dit que c'était pas... Alors, c'est vrai que chez les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, un stade très très sévère, parfois on devient un peu familier dans les structures parce qu'il y a forcément c'est des gens qui sont là parfois depuis très longtemps. Donc c'est normal aussi qu'il y ait une relation particulière qui s'instaure entre les soignants et les patients. Donc c'est vrai que des fois il y a un peu de tutoiement et l'utilisation des prénoms, ce qui est absolument pas choquant. Mais sinon, quand c'est des gens qu'on connaît pas qui arrivent à l'hôpital, donc éviter d'être familier, toujours rassurer le patient sur ses capacités, expliquer ce qu'on va lui faire, c'est tout bête, mais... Vous êtes à l'hôpital parce que vous êtes fracturé, je sais pas, à la cheville. Le médecin, il va venir vous voir, il va vous dire, on va faire une radio pour voir ce qui est cassé, puis voilà. Et puis après, il va vous dire, on va vous mettre au bloc opératoire ou on va vous faire un plâtre. Le sujet âgé, souvent, on lui dit rien. On lui dit rien. Il y a des brancardiers qui arrivent, on l'amène à la radio et on leur explique rien. Donc ils ont droit à l'information, même quand ils ont une maladie d'Alzheimer. Voilà, ça les rassure. Alors peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais c'est important de leur expliquer. Le sujet qui a une maladie d'Alzheimer, s'il est brancardé, parfois peut-être un peu brutalement, vous imaginez, il arrive aux urgences, c'est pas son environnement, il est déshabillé, parce que c'est comme ça, il faut mettre une blouse. Voilà, donc il se retrouve, il a froid, il comprend rien, il reconnaît pas les visages, on le perfuse, on le sonde, mais imaginez, sa seule capacité, son seul moyen de vous dire ça va pas et vous me gonflez, c'est parfois de lever la main. C'est bête, je caricature, mais c'est vraiment ça. Alors que des fois, ça prend pas beaucoup plus de temps de dire, voilà, ça marche pas toujours ce que je dis, les gros agressifs, ça les empêchera pas de lever la main, mais des fois ça marche. Vraiment, votre attitude va pouvoir parfois diminuer les symptômes, voire éviter d'en engendrer, en fait. Alors, des fois, on n'a pas le temps, on est fatigué, c'est vrai pour tout le monde. Mais en fait, c'est des choses qui sont importantes de redire. Toujours favoriser le maintien des capacités fonctionnelles restantes. Les gens, il ne faut pas tout leur faire. C'est comme les gosses. Des fois, ça prend du temps, donc c'est un peu chronophage et on a autre chose à faire, c'est vrai, voilà. On est tous un peu speedés, mais c'est important des fois de dire, voilà, je vais lui laisser prendre le temps, il va mettre du temps, ça sera pas parfait, mais au moins ce qu'il peut faire, il va continuer à le faire, voilà. Et on corrigera ce qui va pas. Voilà. La routine, c'est vraiment, la routine, c'est très important. Voilà, les habitudes, là c'est le moment du coucher, les repas dans les institutions qui sont des moments hyper importants. Lui laisser quand même la possibilité de faire des choix, simplifier son quotidien, voilà. Préserver l'intimité, ce qu'on ne fait absolument pas, ou pas bien du moins, à l'hôpital. Même dans les services de gériatrie, on s'en rend parfois pas compte, on ferme pas les portes, on fait les toilettes, on ouvre les portes, voilà. Bon, ça c'est du bon sens, mais parfois on l'oublie. Ça c'est typiquement, c'est un peu caricatural, mais franchement ça... je suis sûre qu'il y en a qui peuvent dire ça. Voilà, c'est une dame qui a une maladie d'Alzheimer, qui est à l'hôpital, voilà, qui est complètement perdue. Je ne sais pas pourquoi elle est à l'hôpital. Madame, je ne sais pas ce que je fais ici, mais je veux retourner chez moi. Et l'infirmière qui va dire, mais mamie, déjà mamie, faut éviter, voilà. C'est ce qu'on appelle la familiarité, c'est pas très, il ne faut pas le faire. Vous avez mis le feu à votre appartement, vous ne vous souvenez pas? Pour la 10e fois aujourd'hui, je vous demande de retourner dans votre chambre. Allez, dépêchez-vous. Waouh. Alors, la dame, elle est peut-être un peu fatiguée. C'est peut-être la fin de sa journée. Mais néanmoins, la familiarité, elle lui rappelle des souvenirs douloureux. Vous avez mis le feu à votre appartement. Ça fait et après, le ton autoritaire utilisé pour la 10e fois, je vous demande de vous retourner dans votre chambre. Voilà. Et peut-être que la dame, vous savez quoi, elle reviendra demander de toute façon pourquoi elle est ici et pourquoi elle ne peut pas rentrer chez elle. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est pour ça qu'il faut former les équipes, elle est dans l'incapacité de mémoriser ce que vous venez de lui dire. Donc en fait, elle se rappellera tout simplement... elle ne se rappellera pas et il faudra lui répéter. Alors pas comme ça. Et ça prend du temps, c'est chronophage, c'est fatigant, c'est tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais ça ne sert à rien en fait. Je raconte toujours cette histoire parce qu'elle m'avait marquée quand j'étais au secteur Alzheimer. J'avais une dame qui est arrivée aux urgences et qui était avec son mari qui était démente sévère et son mari est mort. Donc là, c'est typiquement le cas où la dame, elle ne peut pas rester chez elle. Elle arrive aux urgences, pas pour une raison médicale, mais pour une vraie raison sociale, d'une dame du coup qui est complètement perdue, qui se retrouve seule à la maison. Et elle peut pas se gérer à la maison. Et cette dame, tous les jours, elle me demandait où était son mari. Et en fait, pendant 3 jours, j'étais toute désolée. J'arrivais, j'étais jeune chef de clinique, et je lui disais avec des mots doux qu'il était parti, qu'il était mort. Et tous les jours, je la faisais pleurer. Et il m'a fallu peut-être 3 jours où je me suis juste dit, je vais lui mentir, quoi. Je vais inventer, je vais dire qu'il est parti, mais qu'il revient.
Du coup, en faisant ça, alors, on peut se poser des questions d'un point de vue éthique, mais n'empêche que du coup, elle pleurait plus. Ça l'empêchait pas de me revenir me poser la question 10 000 fois dans la journée, mais au moins, j'engendrais plus de souffrance et de tristesse, quoi. J'essayais de... Voilà. Ils vont pas se rappeler, hein. Ça sert à rien de répéter les choses. Hein. Et c'est important de le dire aussi aux conjoints à domicile, parce que du coup, le fait de ne pas connaître la maladie, de pas la comprendre, ça engendre de l'agacement, ça engendre parfois de l'agressivité, ce qu'on a la maltraitance, ce qu'on appelle la maltraitance. Alors il y a négligence et maltraitance. Des fois, on peut la comprendre entre guillemets, je dis, c'est-à-dire que les gens sont tellement à bout qu'ils en arrivent à être négligents, voire maltraitants. Donc c'est pour ça que c'est très important dans les complications d'évaluer aussi le fardeau de l'aidant, pour limiter justement ces négligences et ces maltraitantes. Les interventions médicamenteuses, donc il faut les utiliser au minimum, les médicaments. Ça, c'est aussi dans la vie sympathique. En fait, on les utilise un peu plus quand même. Évidemment, si c'est lié à une origine somatique, le trouble du comportement, il n'y a pas lieu d'en utiliser. On fait un examen clinique et on règle le problème somatique. Par contre, effectivement, les médicaments peuvent être utilisés si toutes les techniques de soins, de communication que vous avez utilisées ne marchent pas, quand évidemment le patient est en danger ou que les autres sont en danger à cause de son comportement, quand il y a une altération de l'état fonctionnel. Voilà. On ne met pas des médicaments en préventif, par contre. On ne met pas, au cas où il serait agressif, donner... non, parce qu'en fait, alors c'est aussi dans la vie rêvée, hein, parce que je sais qu'en fait, même nous, on le fait. Parfois, on dit, si anxiété le soir, l'infirmière, elle a un truc à donner, un peu de Seresta, pour si jamais... voilà. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque fois venir refaire un examen clinique, parce qu'il y a peut-être autre chose qui explique à ce moment-là qu'il y a un trouble du comportement. Et que ce n'est pas parce que vous avez donné votre Seresta ou votre hypnotique que vous allez résoudre le problème, et au contraire, vous allez engendrer de la iatrogénie médicamenteuse. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre de médicaments en prévention. Les gros traitements pharmacologiques, la première ligne, je devrais l'avoir enlevée parce qu'on ne les utilise plus. C'est les traitements qui existaient il y a à peu près 10 ans, qu'on donnait pour les maladies d'Alzheimer. Vous avez dû voir, on ne les voit même plus sur les ordonnances. Tout ce qui est Ebixa, Ricept, Réminil et le troisième, je l'ai oublié. Voilà. C'est des traitements qui étaient des traitements dits symptomatiques, donc qui sont en rien du tout curables de la maladie, hein, ça se serait. Et c'est des médicaments qui ont été tout simplement, qui sont plus du tout remboursés par la Sécu, qui sont même maintenant plus prescrits. Je pense qu'on y en a plus. Enfin, moi, j'en vois plus du tout sur les ordonnances. C'était des médicaments qui permettaient un petit peu. Alors, certaines études disaient que ça permettait de ralentir un peu la progression de la maladie. On était sur quelques mois de ralentissement, ce qui n'est pas très très intéressant. Voilà, on les voit plus. Et après, c'est les autres molécules que par contre vous connaissez, les antidépresseurs qu'on va utiliser pour la dépression, évidemment. Alors, ce qui est très important, c'est que souvent un dépressif à cause d'une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que la dépression liée à la maladie d'Alzheimer est peu accessible à un traitement antidépresseur. Ça ne marche pas bien. Ça marche très bien, les antidépresseurs, quand il y a une vraie dépression chez quelqu'un qui n'a pas de maladie neurodégénérative. Ça marche vraiment excessivement bien. Mais on s'est rendu compte que, par contre, les antidépresseurs pour la dépression du sujet dément, ça ne marche pas bien. La deuxième utilité de l'antidépresseur, c'est l'anxiété chronique. Le sujet qui est anxieux chronique, on lui met le traitement de fond, c'est l'antidépresseur. Et après, quand il y a des accès aigus d'anxiété, on peut mettre des anxiolytiques. Donc ça, c'est les deux utilisations. Les antipsychotiques, ce qu'on appelle les neuroleptiques, qu'on utilise beaucoup et beaucoup trop pour des symptômes pour lesquels on ne devrait pas les utiliser. Dans la maladie d'Alzheimer, celui qui a l'AMM, c'est le Risperdal, et c'est pour véritablement les états d'agitation et d'agressivité, mais ça doit être transitoire. Donc c'est toujours pareil, un médicament, ça doit être utilisé, d'abord c'est une monothérapie. Si vous avez un symptôme et que vous mettez 5 médicaments d'un coup, d'abord, vous risquez d'engendrer des complications iatrogènes, et surtout si ça marche, s'il y a moins de symptômes, vous ne savez plus lequel. Vous ne savez pas lequel a marché, et donc ça ne sert à rien. Donc on met toujours une monothérapie, on commence toujours à dose faible, et on augmente progressivement les doses. Donc le Risperdal, c'est l'AMM pour l'agressivité dans la maladie d'Alzheimer, avec une dose maximale de 1 mg. Vous voyez bien souvent des ordonnances où ils en ont beaucoup plus. Les neuroleptiques, ça marche très bien sur les symptômes psychotiques, tout ce qui est idées délirantes et hallucinations visuelles, auditives. Ça marche très bien. Par contre, c'est des traitements, contrairement à un antidépresseur où on va devoir se laisser du temps, un antidépresseur, ça ne marche pas tout de suite. L'efficacité d'un antidépresseur, c'est au bout de 6 semaines qu'on la voit. Il faut être patient, hein.
6 semaines, ça peut être long pour la famille et le patient, mais il faut se laisser du temps. Il ne faut surtout pas l'escalade thérapeutique, ça ne sert à rien. Les neuroleptiques, ça marche tout de suite. Et surtout, par contre, il faut le réévaluer parce que, par contre, ça a de nombreux effets indésirables. Les gens qui sont sous neuroleptiques pendant longtemps, ils font des syndromes extra-pyramidaux et du coup, ils se cassent la figure. Ils ont un haut risque d'événements cérébrovasculaires. Ils font des AVC beaucoup plus fréquemment. Ça favorise les troubles de la déglutition. Voilà, donc les fausses routes et les pneumopathies d'inhalation. Ça favorise les fécalomes, les rétentions aiguës d'urine. Enfin, c'est vraiment des médicaments qui ont des hauts risques iatrogènes et donc il vaut mieux tout simplement réévaluer régulièrement, quitte à diminuer la dose et comme ça marche rapidement, à remonter derrière s'il y a vraiment des symptômes gênants. Les anxiolytiques pour l'anxiété. Donc l'anxiété, on utilise les benzodiazépines de demi-vie les plus courtes. Donc vous devez savoir, c'est souvent le Seresta et le Xanax. C'est les 2 molécules qu'on utilise le plus. Vous pouvez voir d'autres thérapeutiques, enfin d'autres traitements, d'autres benzodiazépines. Et à ce moment-là, soyez curieux quand vous voyez une ordonnance. Allez voir un peu dans le Vidal ou posez-vous des questions sur la demi-vie. Il faut vraiment utiliser les demi-vies les plus courtes parce que le sujet âgé, par son métabolisme, il est souvent maigre, il n'a pas de masse musculaire, il a une fonction rénale qui est altérée, il ne va pas métaboliser les médicaments comme un sujet jeune, robuste. Donc vraiment utiliser les demi-vies les plus courtes. Les hypnotiques pour dormir. Donc là, on utilise souvent l'Imovan. Et les thymorégulateurs, qu'on peut utiliser parfois aussi quand il y a des troubles assez particuliers dans la maladie d'Alzheimer. Les thymorégulateurs, c'est ce qu'on voit dans les psychoses maniaco-dépressives. Donc c'est avant, il y avait donc le Theralite, enfin voilà, le lithium dans les psychoses maniaco-dépressives. Mais nous, on peut être amené à utiliser parfois le Lyrica. Le Lyrica, c'est un médicament que vous utilisez souvent pour les douleurs, mais en fait, c'est un médicament qu'on peut utiliser avec des doses adaptées comme thymorégulateur. C'est plus rare dans les maladies d'Alzheimer. Si vous regardez les ordonnances des sujets âgés, il n'y en a pas. Enfin, vous verrez toujours au moins un psychotrope. C'est ce qu'on appelle la famille des psychotropes. C'est forcé. Je veux dire, on voit plus une ordonnance où il n'y en a pas. Ils ont droit tous à leur petit truc. Et quand vous interrogez les patients, souvent, des fois, ils ne savent pas. Ah, mais vous avez un antidépresseur et vous l'avez depuis quand et pourquoi? Même quand ils ne sont pas déments. J'ai un antidépresseur, moi. Ouais. Et en fait, ils ne savent pas. Voilà. Il y a eu un coup de mou, il y a eu un moins bien, il y a eu... voilà. Donc vous verrez, il y en a quand même beaucoup. La contention physique, l'important, c'est que la contention physique, il faut savoir que c'est une prescription médicale. Voilà. Ce n'est pas le cas souvent dans certains services de l'hôpital. On met souvent les contentions dans l'urgence. Ce n'est pas un jugement quand je dis ça. C'est vraiment la vraie vie, c'est parfois compliqué. Mais normalement, la contention physique, c'est donc une prescription médicale. Elle doit être exceptionnelle et elle doit être réévaluée tous les jours. Une contention physique, c'est une prescription qui doit être réévaluée par le médecin quotidiennement. Il faut vraiment l'utiliser quand il y a un échec des autres mesures et quand il y a vraiment un danger réel à court terme. Et ça se surveille, c'est comme un médicament. Les contentions physiques, il y a des effets iatrogènes liés à la contention. On dit souvent, c'est vrai, les contentions, quand les sujets se lèvent et basculent au-dessus du lit, on les contentionne et en fait, du coup, il y a des risques il y a eu des vrais décès de gens qui se sont étranglés avec des contentions qui ne sont pas bien adaptées. En plus, c'est souvent, on met des draps, on fait ça on veut bien faire, mais on ne fait pas ça correctement. Et donc, il y a eu des décès de gens qui se sont étranglés parce que c'était des contentions avec des draps. Voilà. S'il y a un risque de chute, entre guillemets, on descend le lit, on enlève les barrières. Les barrières, c'est des contentions physiques, c'est des prescriptions médicales, théoriquement. Donc, même moi, j'ai jamais fait, sur ma visite le matin, je ne mets pas barrière. Voilà, mais normalement, c'est des contentions. Voilà, donc les contentions physiques, vraiment à limiter au maximum. C'est vraiment quand il y a un gros danger. La dépendance, donc je vous ai dit, donc, si je reprends le plan, on est sur les complications de la maladie d'Alzheimer, donc les troubles du comportement, la dépendance, ça va aller vite. Donc à la fois, quand vous avez une maladie d'Alzheimer, vous allez devenir de plus en plus dépendant. Et encore une fois, vous n'avez pas qu'une maladie d'Alzheimer quand vous êtes âgé. Voilà, vous avez d'autres problèmes de santé qui font aussi que vous allez devenir dépendant. Donc vous allez perdre à la fois sur les ADL, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les échelles Activity Daily Living, donc c'est les activités simples de la vie quotidienne, et vous allez perdre aussi sur les activités plus complexes. Donc ça, c'est pour vous dire en gros, voilà, sur l'ADL, vous perdez 1,3 points en 2 ans, et les IADL, les sujets âgés, c'est 1,5 points. L'important, c'est que vous allez rentrer dans la dépendance. Il y a aussi un des effets indésirables une des complications de la maladie d'Alzheimer, c'est évidemment la dénutrition, mais c'est pareil, la dénutrition n'est pas que imputable à la maladie d'Alzheimer. Le sujet qui a une maladie d'Alzheimer, il peut être dénutri aussi parce qu'il a d'autres raisons d'être dénutri. Le simple fait d'être âgé engendre une dénutrition. Physiologiquement, les sujets âgés perdent du poids, déjà. Donc quand ils ont une maladie d'Alzheimer en plus,
ils perdent encore plus de poids. Pour peu qu'ils aient un cancer et ainsi de suite, forcément, la dénutrition est accentuée. Donc là, les choses importantes, c'est que la perte de poids, elle est cliniquement plus fréquente chez le sujet dément que chez les sujets non déments, que la perte de poids ne concerne pas uniquement les stades sévères, c'est comme les troubles du comportement. On s'est même à un moment posé la question si la perte de poids n'était pas un facteur de risque d'entrer dans une démence, tellement elle était parfois précoce dans la pathologie. Le risque de perte de poids, par contre, augmente bien évidemment avec la sévérité de la maladie. Et la perte de poids peut précéder le diagnostic, c'est ce que je viens de vous dire. Donc la perte de poids, pourquoi c'est embêtant? Parce que dès qu'ils perdent du poids, ils sont immunodéprimés, donc ils attrapent toutes les infections, particulièrement les infections nosocomiales liées à l'hospitalisation. Ils perdent en masse grasse, mais ils perdent en masse musculaire, donc ils font ce qu'on appelle de la sarcopénie. Bon, ils sont sarcopéniques, pour peu que liés à leur âge, ils soient ostéoporotiques, ils tombent et souvent ils se fracturent quelque chose. Voilà, donc dès qu'on est sur la fracture de hanche du sujet âgé, dénutri et ostéoporotique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à ce moment-là, souvent, il y a un risque de dépendance. C'est des sujets qu'on arrive rarement à mettre sur pied. Et là, dès qu'on est dans l'alitement, on a toutes les complications de l'alitement que vous connaissez. Donc, notamment les escarres, la dénutrition, le cercle vicieux, tout simplement. Et forcément, c'est un gros facteur de risque de mortalité aussi, la dénutrition. Donc, les causes de la perte de poids dans la maladie d'Alzheimer, elles existent. La perte de poids existe dès le début de la maladie. Au stade très précoce de la maladie, c'est tout simple, ils oublient de manger. Donc, le dément léger à la maison, seul, il oublie de manger. C'est typiquement, la famille y va, et en fait, elle avait fait les courses, et toutes les courses, il n'y a rien qu'à changer dans le réfrigérateur, tout est périmé, parce que tout simplement, ils oublient de manger. Donc, on va dire qu'au stade précoce de la maladie, c'est facilement accessible à une prise en charge. Et il faut tout simplement qu'il y ait une présence au moment du repas, c'est encore le mieux, pour s'assurer qu'il mange, en fait, tout simplement. Par contre, plus la maladie va évoluer et plus ça devient complexe, plus la perte de poids est liée à des... Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. On suppose qu'il y a des perturbateurs sur le plan biologique, hormonaux, même si on ne sait pas scientifiquement exactement de quoi il revient. Il y a même des études qui se sont dit que le dément qui a une agitation psychomotrice plus importante, une déambulation, a une dépense énergétique plus importante et que c'est pour ça qu'ils perdent du poids. Bon, ça paraît un peu limite. Il y avait par contre des vrais effets indésirables liés aux médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Aricept, notamment les anticholinergiques qui avaient vraiment des effets indésirables sur le plan digestif. Et puis, au stade très précoce de la maladie, c'est le trouble du comportement qui engendre la dénutrition. Les sujets, ils deviennent opposants. Ils sont dans le refus de manger. Ils déambulent, donc ils sont incapables de s'asseoir et de se poser, de se concentrer pour manger. Donc c'est pour ça que ça se développe de plus en plus dans les maisons de retraite, le fait de manger, de faire en sorte qu'ils puissent manger debout, donc des choses, le finger food, vous savez, les trucs qu'ils peuvent attraper avec les mains et manger tout en déambulant. Donc ça devient beaucoup plus difficile à prendre en charge. La perte de poids, au début, on y arrive. Mais c'est évident que quand la maladie est à un stade avancé, malheureusement, ça nous échappe et on peut mettre tous les compléments nutritionnels oraux qu'on veut. La dénutrition est installée et malheureusement, il y a un tel retard qui s'est accumulé qu'on n'arrive pas à le rattraper. Donc alors, ce qui est important, c'est qu'au stade précoce, ça marche. Donc le fait de mettre en place des aides, le fait de mettre des compléments nutritionnels oraux, le fait de donner des conseils nutritionnels aux aidants, donc les techniques d'aide d'enrichissement de l'alimentation, le fait de faire de l'activité physique, entre guillemets, donc évidemment, l'activité physique, c'est la marche quotidienne, c'est juste ça, mais c'est très important. Tout ça, les études montrent, les essais randomisés montrent vraiment qu'on ralentit la perte de poids. Donc ça, c'est intéressant. Les stades tardifs, c'est plus compliqué. Les troubles de la mobilité, donc juste pour que vous sachiez, oui, la maladie d'Alzheimer, ça favorise, vous l'avez vu, la perte d'autonomie, mais ça favorise aussi du coup les chutes et les fractures, même si c'est pas le facteur unique de la chute et de la fracture. Donc ça, c'est les troubles de la mobilité. Alors, comment on peut prévenir les chutes? C'est évidemment pareil, c'est dans la vie un peu parfaite. C'est tout simplement essayer de sécuriser au maximum les lieux. C'est tout bête, mais voilà, dans une maison, nous, on va faire des évaluations enfin pas moi, mais en gériatrie sur Toulouse, il y a des équipes qui vont à domicile, pas forcément chez des déments, mais chez des sujets âgés, pour faire une évaluation, on va dire, globale du sujet âgé, et ils s'intéressent aussi à l'environnement. La sécurisation de l'environnement, c'est virer les tapis, faire attention au niveau de la salle de bain, la baignoire à quelle hauteur, essayer de faire un peu d'ergothérapie pour limiter tout simplement le risque de chute. Et très important, faire passer le message du caractère positif. Ça, c'est très important auprès des aidants de dire tout ce qu'il peut faire, qu'il continue à le faire surtout.
Parce que par contre, si vous faites à sa place, il ne fera plus. L'épuisement de l'aidant, pourquoi c'est important l'épuisement de l'aidant? Parce que c'est là où ils arrivent aux urgences, les gens, et qu'on est dans la galère parce qu'il n'y a rien qui a été fait au niveau social et qu'on se retrouve avec des aidants qui sont totalement épuisés, qui sont maltraitants parfois ou négligents, en voulant au début bien faire, mais en fait ils sont tellement épuisés qu'ils en deviennent maltraitants. Donc c'est très important quand on voit un malade qui a une maladie d'Alzheimer de se pencher auprès du conjoint, qui a souvent ou la conjointe qui a le même âge, et de savoir comment ça se passe. Parce que si on a des gens épuisés, on court tout simplement à la catastrophe. L'aidant, on dit vraiment que le fait d'être aidant, c'est un vrai boulot. On ne s'en rend pas compte, mais parce que, sauf si vous avez dans vos familles des gens qui ont des maladies d'Alzheimer. Moi, je quitte mon travail. Après, voilà, j'ai pas de malade d'Alzheimer à gérer. Eux, c'est 24 heures sur 24. Ce qu'on vous dit, c'est qu'un mois de labeur, c'est-à-dire le fait que quand nous, on travaille, un mois, on travaille à peu près 140 heures par mois. L'aidant, en fait, il va travailler à peu près, on dit, voilà, 286 heures par mois. Pour son conjoint, ou pour son père, ou pour sa mère. Donc il va gérer à la fois les activités dites complexes, il fait la cuisine, il fait les courses, il gère les comptes, il accompagne chez le médecin, il gère les problèmes administratifs, les activités de base, il aide à laver, à s'habiller, parce que même s'il y a une infirmière le matin qui passe pour donner les médicaments, une aide-soignante qui aide pour faire une toilette le matin et qui aide au coucher, dans la journée, il n'y a qu'une personne qui est souvent âgée, et quand il y a des problèmes de continence ou autre, c'est le sujet, c'est le conjoint ou la conjointe qui règle ça. Voilà, toutes les activités sociales et de loisirs qui sont de moins en moins fréquentes. Au fur et à mesure que la maladie évolue, les aidants souvent se mettent en repli social. Ils sortent plus, ils voient plus leur famille et leurs amis. Et puis surtout, il y a aussi une grosse part qui est portée à juste l'attention. Faire attention qu'il n'y ait pas de trouble du comportement. Attention qu'ils ne partent pas. Ce qu'on appelle la fugue, qui n'est pas une fugue. Il déambule. Le patient dément, il ne sait pas, quoi. Il déambule, il y a une porte ouverte, il va sortir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un temps important qui est consacré à surveiller, tout simplement. Surveiller. Donc l'épuisement, c'est important. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire de la formation à la fois auprès des équipes dans les maisons de retraite, mais aussi donc effectivement auprès des familles. Donc il y a des réseaux, il y a des associations qui existent. Nous, on intervient dans les structures, il y a des équipes qui interviennent dans les structures pour faire de la formation, pour tout simplement expliquer ce que c'est la maladie, quelles sont les complications, comment on peut anticiper les problèmes ou diminuer les troubles du comportement. Et la phase terminale de la maladie, juste pour en terminer, si le malade d'Alzheimer n'est pas décédé d'autre chose, le malade d'Alzheimer en phase terminale décède de pneumopathie d'inhalation. C'est typiquement. C'est-à-dire si vraiment, en fait, à la fin, le sujet qui a une maladie d'Alzheimer, il est dépendant, il est grabataire, il est au lit, il est GIR 1, ADL 0, il a besoin d'aide pour tout. Et par contre, il a des troubles de la déglutition. Donc on adapte la texture, on essaie de bien positionner. Mais malgré ça, de toute façon, il fait des fausses routes, puisque même sa salive, il la déglutit et il est capable de faire une pneumopathie d'inhalation sur une fausse route liée à sa salive. Et typiquement, en fait, à la fin, les pneumopathies s'accumulent. On a beau les traiter, elles nous échappent. Et à un moment, souvent, il décède de pneumopathie d'inhalation. Alors, c'est très, très important. Quand on diagnostique une maladie d'Alzheimer, je vous disais au tout début, on est encore dans une maladie qu'on peut dire on n'a pas de traitement curatif. Donc on pourrait dire presque quand on diagnostique là en 2020 une maladie d'Alzheimer, on diagnostique une pathologie qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir traiter. Donc c'est important aussi quand la maladie évolue, pas au stade précoce, mais quand la maladie devient problématique, on commence à avoir des problèmes de dénutrition, des problèmes de comportement, une perte d'autonomie, c'est important de commencer à discuter de ce qu'on appelle les directives anticipées. D'accord. C'est-à-dire expliquer aux familles, voilà, qu'est-ce qu'on fait si jamais, voilà, comment elle va évoluer la maladie, voilà, mettre des mots, parler de prise en charge palliative de la maladie d'Alzheimer, parce que parfois ça choque, mais expliquer les choses. Donc par contre, c'est du bon sens, mais évidemment, le respect de la dignité du sujet, l'attention empathique, la communication non verbale, même s'ils sont des sujets qui ont des stades sévères de la maladie, il y a des moyens, il y a des échelles pour pouvoir communiquer, particulièrement, vous le savez,
sur l'échelle de la douleur. On a des échelles d'Olo+, à Logo+, pour évaluer les douleurs. Toujours le respect de l'intimité. Quand on est en palliatif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Hein. Palliatif, on a l'impression qu'on les laisse mourir, mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on ne peut pas guérir la maladie qui est à l'origine de toutes ces complications, mais on peut largement accompagner, prendre en charge la douleur, prendre en charge l'encombrement bronchique, prendre en charge évidemment les accompagnants, parce que c'est très important. Et par contre, c'est très important de dire que voilà, quand on est à des stades terminaux de la maladie, tous les patients que vous avez en maison de retraite qui sont GIR1 ou qui ont des maladies d'Alzheimer à un stade sévère relèvent d'une prise en charge palliative. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a même le personnel des structures a parfois du mal à le reconnaître, ça. C'est-à-dire qu'ils disent bah non, il va bien. Non, il va pas bien. Il est grabataire, il a une démence sévère, il peut mourir à tout moment. On est dans une prise en charge palliative. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il meurt de pneumopathie. Ça, c'est par rapport à ce que je vous disais par rapport au personnel des structures. Il y a eu une étude, bon, elle date un peu, mais c'est pour vous dire. Souvent, l'espérance de vie, elle est surestimée par le personnel des structures. Quand il y avait un patient qui arrivait dans une structure, qui avait une démence sévère, on demandait au personnel, ce patient, à votre avis, est-ce qu'il risque de mourir dans les 6 mois? Et la majorité du personnel disait, bah, non, en fait, il y avait 1%, un peu plus, des patients qui étaient perçus comme en fin de vie. Et dans cette étude, il montrait que 75% d'entre eux étaient décédés dans les 6 mois. Quelqu'un qui est GIR1 et démence sévère, on dit que l'espérance de vie est de moins de 6 mois, d'après la littérature. Alors après, oui, il y a toujours des gens qui peuvent résister plus longtemps. Il y en a au contraire qui décèdent plus vite. Mais c'est très important de faire comprendre ça au personnel des EHPAD et aux familles. Hein. Voilà. Donc les points clés, c'est que la maladie d'Alzheimer, on en parle parce qu'en fait, c'est juste que c'est la plus fréquente, mais qu'il y en a un tas d'autres pathologies. Hein, vous l'avez vu, les dégénératives, les non dégénératives. Donc la plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie chronique. C'est comme l'hypertension, enfin, je caricature, mais c'est comme une hypertension, c'est-à-dire qu'ils l'auront toujours. Et à l'heure actuelle, c'est encore une pathologie qu'on ne guérit pas. Voilà. On ralentit la progression, on prévient les complications, on traite les complications, mais on ne guérit pas la maladie. C'est important de faire un diagnostic précis. Donc vous avez compris que c'est toujours une suspicion, une supposition de maladie d'Alzheimer sur un faisceau d'arguments. L'histoire cognitive, évidemment, l'évaluation neuropsychologique, l'examen clinique, les examens complémentaires. C'est un faisceau d'arguments qui va vous aider à poser le diagnostic et qu'on pose encore les diagnostics trop tardivement. Que ce qui prédomine, c'est l'altération de la mémoire, mais pas que. Vous avez vu qu'il y a l'altération de la mémoire, le syndrome aphaso-apraxo-agnosique, et qui est très important, c'est qu'il y a un retentissement sur le quotidien des patients. C'est hyper important. Et évidemment, les complications les plus importantes, vous les avez vues, la perte de poids, les troubles de l'équilibre, les troubles du comportement et aussi le fardeau de l'aidant. C'est très important. Et je crois que j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. Alors, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir.